Bien, écoutez, merci et bonsoir à tous. Merci de votre présence, encore nombreuse ce soir. Je ne dis pas qu'il faut être courageux, mais à cette veille des vacances, pour notre dernier forum avant l'été, merci à vous tous d'être présents. Nous accueillons ce soir Jacques Livage, qui est professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Académie des sciences et qui va nous parler de chimie. La chimie, c'est pas naturel, c'est pas bio, c'est très décrié, c'est la pollution, c'est les risques Céveso, et la chimie a une mauvaise image. Il ne faut pas se le cacher. Et donc, il est pour nous très important à Sciences Action de montrer qu'il ne faut pas confondre les connaissances scientifiques et l'usage que l'on fait des sciences. Alors, chimie douce, chimie verte, je ne sais pas si c'est un subterfuge des chimistes pour redorer le blason de leur discipline. En tout cas, je crois qu'il y a là des champs de connaissances absolument intéressants et nouveaux. Et c'est de cela que va nous parler ce soir Jacques Livage, et je le remercie en votre nom à tous. D'ores et déjà, je vous invite pour notre prochain forum, donc le 6 septembre, sur un tout autre thème, l'actualité et les problèmes aujourd'hui du médicament. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon été. Merci à Monsieur Dominique Gambier. Merci beaucoup. Pour 1h15. D'accord. Monsieur Livage, alors oui, c'est vrai, hein, bien sûr, je ne vais pas m'inscrire en faux avec ce que Dominique Gambier a dit. La chimie, je crois que c'est Jean-Marie Laine, notre parrain, qui avait dit, c'est la règle des 3 P tragique, hein, ça. Pardonnez-moi les expressions, c'est celle de Jean-Marie Laine. Hein, ça pue, ça pète et ça pollue. Donc, effectivement, la réputation est assez mauvaise. Mais je crois qu'en la circonstance, depuis que les hommes existent, ils ont copié, ou du moins ils sont inspirés de la nature, et qu'aujourd'hui, les technologies nouvelles nous donnent des possibilités absolument inimaginables et qui ne sont pas forcément ni dangereuses ni malodorantes. Jacques Livage, je vous cède la parole. Merci d'être avec nous. D'accord, merci. Bon, je vais parler d'un aspect particulier de la chimie qui est les matériaux, l'élaboration des matériaux, qui est un domaine dans lequel la chimie est reine. Et je voudrais quand même rappeler la chose suivante, c'est que les matériaux, c'est une histoire ancienne, c'est même vraisemblablement une des premières manifestations de l'intelligence humaine. Alors un matériau, c'est quoi? Si vous prenez un morceau de pierre, un silex, c'est pas un matériau. Mais ça ne devient un matériau qu'à partir du moment où vous lui donnez une forme qui va être adaptée à l'usage qu'on veut en faire. Une flèche, un harpon, quelque chose comme ça. Donc dans la notion de matériau, il faut bien voir que la forme est quelque chose de tout à fait essentiel, parce que de la forme va dépendre l'application. Alors, à l'époque, bien évidemment, pendant des millénaires, toute la science des matériaux, c'était simplement arriver à tailler le silex de façon qu'il corresponde à ce que l'on veut en faire, une pointe de flèche, un harpon, une masse, quelque chose comme ça. Eh bien, on est passé, avec le progrès de la science des matériaux, du silex, de la pierre taillée à la pierre polie. Et bien évidemment, pendant toute cette période-là, les matériaux que l'on utilisait, eh bien, c'est ceux que l'on avait sous la main, c'est-à-dire des pierres, de l'os, de la corne, du bois. Donc, je dirais des matériaux naturels, et on se contentait de donner une forme. La véritable révolution dans le domaine des matériaux, ça a été la découverte du feu. La découverte du feu, donc à peu près 400 000 ans, le matériau c'était 3 millions d'années. 400 000 ans, pourquoi? Parce que premièrement, le feu va permettre de donner une forme au matériau, et j'ai représenté ici un forgeron qui chauffe le métal, le fer, pour le ramollir un petit peu, et donc pour lui donner une forme. Donc là, rien de nouveau. Mais le feu ne va pas simplement permettre de former le matériau, il va permettre de le transformer. Transformer, c'est-à-dire qu'à partir d'un minerai de fer, on va fabriquer du fer, de l'acier, des choses comme ça, ou de la fonte. Donc on va transformer la matière. Et si vous regardez l'histoire de l'humanité, c'est simplement l'histoire des matériaux. L'âge de la pierre, l'âge du cuivre, l'âge du bronze, l'âge du fer. Et derrière cette évolution de l'histoire de l'humanité, eh bien, vous voyez qu'il y a derrière le feu. La maîtrise du feu, c'est-à-dire l'aptitude à avoir des températures de plus en plus élevées. Donc, bien sûr, pour la pierre, il n'y a pas besoin de chauffer, mais cuivre et bronze, il faut pouvoir chauffer vers 600 degrés, et pour le fer, il va falloir chauffer au-dessus de 1000 degrés.
Donc on arrive à ceci, c'est qu'il y a un profond parallélisme entre l'histoire de l'humanité, la maîtrise du feu et les matériaux que l'on utilise. Alors pourquoi? C'est très simple. Chaque fois que vous développez, que vous maîtrisez un nouveau matériau, bien toute la vie va changer. Alors vous avez par exemple ici l'habitation à temps de l'âge de la pierre et le pont. Eh bien, au temps du fer, à l'âge du fer, vous voyez qu'évidemment, on va complètement changer la nature des choses et vous allez faire le viaduc de Millau, des choses comme cela. Donc notre vie est profondément liée à la science des matériaux, à l'évolution des matériaux, elle-même liée à la maîtrise du feu. Et maintenant, 20e, 21e siècle, on est à l'âge du silicium. L'âge du silicium, grâce auquel il y a toute l'électronique, il y a l'informatique, il y a toutes les technologies que l'on développe actuellement, de la communication, etc. Et vous êtes bien d'accord avec moi qu'au cours des 20 dernières années, notre vie a été complètement modifiée. Donc, vous voyez cette profonde analogie, mais si on regarde un peu, finalement, l'histoire de l'humanité, elle est liée à l'histoire des matériaux, elle-même liée à la maîtrise du feu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la guerre du feu. Jusqu'où va-t-on aller? C'est-à-dire que notre évolution va-t-elle dépendre de notre aptitude à obtenir des températures de plus en plus élevées? Je ne l'avais pas souligné, mais juste avant le silicium, c'est au-dessus de 2000 degrés qu'il fallait chauffer. Alors, ce que j'avais proposé dans un article que j'ai écrit dans Le Monde il y a une trentaine d'années, c'est que peut-être on pourrait imaginer autre chose, un autre type de chimie que j'ai appelé de la chimie douce, qui s'intègre de façon plus naturelle dans les processus biologiques, dans les processus naturels. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie pour le domaine des matériaux que le feu? Alors, pour répondre à cette question, je vais prendre simplement un exemple, l'exemple du verre. C'est un matériau que vous connaissez bien pour faire des vitrages, pour faire des bouteilles, des verres, etc., etc. C'est un matériau banal, un matériau de tous les jours. Le verre a été découvert par des marins égyptiens sur une plage du Liban. Ils l'ont découvert comment? Par le feu. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un feu sur la plage et pour maintenir le feu, ils avaient mis autour des cailloux qui étaient à base de silice. Et ce qu'ils ont aperçu, c'est que ces cailloux fondaient et qu'il y avait une espèce de masse grisâtre dans le foyer. Cette masse grisâtre, ça n'était rien d'autre que du verre. Donc le verre est né du feu. Et actuellement, si vous avez été voir des souffleurs de verre, bien sûr, l'outil essentiel, c'est le four. Alors la question, c'est est-ce que c'est la seule façon de faire du verre? La réponse, c'est on va regarder la nature, on va revenir à l'origine de la vie dans les océans et on va essayer de voir s'il n'y a pas du verre fabriqué autrement par des êtres biologiques, donc ce que j'appelle du verre biogénique. Alors pour faire cela, vous prenez simplement un filet à plancton et puis vous ramassez le plancton qui est à la surface de la mer. Vous ramassez le plancton et vous allez observer des micro-organismes, ce sont ici des micro-algues, le plancton marin, et ce plancton, on va le voir, est à base de fabriquer du verre. Alors, qu'est-ce qu'il y a en particulier dans ce plancton? Il y a des espèces qu'on appelle des diatomées. Alors, vous regardez les figures, elles sont très jolies. Et je crois que la première chose à voir, c'est la beauté des choses. Vous voyez qu'elles sont extrêmement belles, ces diatomées, mais elles ne sont pas que belles. Elles ont été découvertes au cours des grandes croisières du XVIIIe et XIXe siècle, en particulier, je pense à la croisière de Charles Darwin sur le Beagle, celle de Ernst Haeckel sur le Challenger, et Charles Darwin avait, en regardant au microscope le plancton marin, il avait vu ces organismes-là et il avait été stupéfait par la beauté et se demandait pourquoi sont-elles si belles? Est-ce que c'est que pour le plaisir des yeux? J'essaierai de montrer que ce n'est pas que pour cela. Je pense aussi à Ernst Haeckel, qui était un excellent dessinateur et qui regardait au microscope et qui faisait des planches de ces micro-organismes. Et il a écrit un livre qui s'appelle comme ça, Artform in Nature, enfin en allemand puisqu'il était allemand. Et juste pour la beauté des yeux, vous voyez quelques-unes des planches qui représentent la forme, la morphologie de ces micro-organismes, de ces micro-algues. Vous voyez que c'est absolument superbe. C'est absolument superbe, mais ça n'est pas que cela. Le plancton marin, les diatomées en l'occurrence, et là-dessus je vais focaliser mon exposé, ce sont des unicellulaires, donc une seule cellule, photosynthétique, c'est-à-dire qu'elle travaille par la photosynthèse, la réaction qui est là, et c'est extrêmement important sur le plan écologique. Le quart
du CO2 que nous produisons ou de l'oxygène que nous respirons est fabriqué par ces micro-organismes. Sur l'ensemble du plancton, c'est la moyenne, c'est 50%. C'est-à-dire par là que le plancton marin est au moins aussi important que les forêts amazoniennes. On ne s'en rend pas toujours compte. Donc c'est des organismes très importants sur le plan écologique. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette cellule unique, elle se protège. Elle se protège en s'entourant d'une carapace, d'une coque. Et cette coque est en verre, elle est en silice. Elle est en verre pourquoi? Parce que premièrement, il faut que ce soit un matériau dur. Donc le verre, c'est dur. Il faut que ce soit transparent pour faire la photosynthèse. Donc c'est une des propriétés essentielles du verre. Et puis il faut que ce soit poreux parce qu'il faut évidemment que par le métabolisme, la cellule puisse échanger avec le milieu extérieur. Alors c'est en fait, les diatomées, c'est quelque chose que vous connaissez bien et c'est déjà un matériau industriel tout à fait courant, tout à fait banal. Lorsque les diatomées meurent, elles tombent au fond de l'océan et puis progressivement, ça va faire des sédiments, des fossiles qu'on appelle des terres de diatomées, des diatomides, du kieselgourde, sélite, etc., qu'on vend dans des sacs comme ceci. Et la principale propriété de ces roches, disons, naturelles, la principale propriété, c'est qu'elles sont poreuses. Donc, elles vont servir de filtre. Elles servent en particulier de filtre pour les piscines, etc. Pour le vin de Bordeaux est filtré sur des terres de diatomées. Pour tout un tas de choses, vous avez ici un filtre de diatomées. Donc, il y a des utilisations tout à fait courantes, banales, je dirais, pas glorieuses. Et la production, c'est quand même 200 000 tonnes par an en France. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est quand même vraiment un matériau qui n'est pas une curiosité de laboratoire. Vous connaissez aussi une application de ces diatomées qui a été développée par Alfred Nobel pour pouvoir manipuler la nitroglycérine, qui est un liquide extrêmement explosif. Eh bien, il faut le stabiliser, et il l'a stabilisé en imprégnant des terres de diatomées avec de la nitroglycérine, et ça fait la dynamite. Un explosif tellement puissant qu'il espérait que les guerres s'arrêteraient immédiatement, tellement les gens auraient peur. Alors, il y a aussi quelques applications, je dirais, dans le domaine de l'écologie, en particulier pour déterminer la qualité des eaux, ce qu'on appelle l'indice biologique des eaux. Alors par exemple, vous avez des rivières, des étangs, des choses comme ça, et vous regardez simplement la population de diatomées à l'intérieur de ces étangs. Donc vous voyez un certain nombre d'espèces, et selon la nature et la quantité d'espèces, vous pouvez en déduire que l'eau est potable, pas potable, de bonne qualité, pas bonne qualité, etc. et définir ce qu'on appelle un indice de qualité des eaux, simplement par une analyse de la population diatomée. Voilà une application courante aussi. Une autre qui est assez amusante, c'est en criminologie. Quand quelqu'un est noyé, il va absorber de l'eau dans les poumons, ensuite des poumons, ça va passer dans l'ensemble de l'organisme, et on va pouvoir, en regardant la population de diatomées dans l'organisme du noyé, on va pouvoir savoir où il a absorbé l'eau. Si c'est dans l'étang où on l'a trouvé, ou bien si c'est dans le lac qui est à 2 km de là. Et c'était l'affaire Crétello, là, qui a fait l'objet d'une émission à France Inter et d'un article dans Le Monde, où, je revancis ici, les experts sont arrivés à la conclusion, grâce à l'analyse de population des diatomées dans les poumons de la personne. Donc voilà, je dirais, quelques applications courantes des diatomées. Ce n'est pas sur celle-là, bien évidemment, que je vais développer mon exposé. Ce que je voudrais montrer d'abord, puisque je suis un chimiste des matériaux, c'est que les diatomées elles-mêmes sont des matériaux, des biomatériaux nanostructurés. Nanostructurés, ça veut dire qu'elles ont une structure extrêmement fine et très bien contrôlée. Alors vous voyez encore, j'aime la beauté des choses. Alors les diatomées, ce sont celles-ci, et elles sont simplement disposées de façon artistique. Et il y a certains artistes qui s'amusent comme ça avec des diatomées à faire des tableaux. Bien, donc c'est un matériau qui est un nanomatériau, au sens où on l'entend dans les sciences modernes, et sérieux, puisque vous voyez, un numéro spécial de cette revue américaine est consacré à la nanotechnologie des diatomées. Alors pourquoi c'est intéressant? Je l'ai souligné juste avant, c'est un matériau qui est poreux, il y a plein de trous. Mais ce n'est pas simplement plein de trous. Si vous regardez les trous, vous voyez qu'ils ne sont pas répartis de façon anarchique. Il y a une hiérarchie.
C'est-à-dire qu'il y a des petits trous, des moyens, des grands. Il y a 3 échelles de trous. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à réaliser sur le plan des technologies. On ne sait pas le faire actuellement. On ne sait pas le faire, ou plus exactement, quand on veut faire, pour faire des circuits imprimés, enfin toute cette technologie électronique, on le fait couche par couche. On fait une couche de gros trous, puis une couche de moyens, puis une couche de 1. Là, la diatomée le fait à 3 dimensions d'un seul coup. Alors, c'est ce que je viens juste de dire. Dans les technologies, nous, ce qu'on sait faire, c'est couche par couche, et pas d'un seul coup. Alors, pourquoi vous allez voir là, par exemple, vous voyez une diatomée ici, avec les trous. Eh bien, on va prendre un microscope, et puis on va regarder, on va s'approcher. On va voir les trous, vous voyez, qui sont là. À l'intérieur des trous, si on s'approche encore, on va voir d'autres trous plus petits. Et à l'intérieur de ces trous plus petits, on va en voir encore d'autres. Donc, vous avez vraiment une hiérarchie qui est parfaitement contrôlée, à 3 dimensions avec plusieurs étages. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument superbe. Les diatomées sont apparues il y a 200-300 millions d'années. Nous, on commence à essayer de faire ça. Quel est l'intérêt? Si vous voyez, on voit bien la porosité ici avec les 3 trous. Ça veut dire que, pour nous, par exemple, on va pouvoir faire des capteurs de gaz. C'est-à-dire que s'il y a un gaz, une atmosphère, au-dessus des diatomées, le gaz va pouvoir pénétrer facilement jusqu'à l'intérieur. Donc il y a une diffusion très facile du gaz. Si elle est dans l'eau, bien sûr, ça va être les nutriments qui vont développer. Et par conséquent, on va pouvoir les utiliser pour faire des capteurs de gaz. Alors, capteurs de gaz, par exemple, si on met ça s'appelle une frustule, hein, cette coque de silice ici, hein, eh bien, c'est de l'ordre de la dizaine de microns, la dimension, ou quelques dizaines de microns. Hein. Eh bien, on peut mettre ça au bout d'une fibre optique. Et en présence d'un gaz, le gaz va pénétrer et va modifier certaines propriétés de la silice. Par exemple, des propriétés de luminescence optique. Donc, on va pouvoir faire un capteur qui va vous permettre de détecter la présence d'un gaz comme le peroxyde d'azote, avec, vous voyez, des limites de détection qui sont loin d'être ridicules, hein, 0,1 ppm, c'est-à-dire des traces très très faibles. Ça, c'est par une détection optique, mais on peut aussi, ça va aussi modifier les propriétés électriques du frustule. Et si vous mettez 2 électrodes, eh bien c'est pareil, vous allez avoir une conductivité qui va varier selon la nature du gaz et selon la quantité du gaz. Vous voyez que le capteur qui est fait est ici, il est tout petit, hein, d'autant plus que le chercheur qui est ici est japonais, donc vous voyez, ce n'est pas une armoire à glace. Donc on arrive à faire des microcapteurs qui utilisent la nanostructure de ces diatomées. Quelque chose d'encore plus joli. Ça, c'est les pores des diatomées. Eh bien, ces pores-là, ce sont des cristaux photoniques. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais même des cristaux photoniques vivants, puisqu'une diatomée, c'est quand même un organisme vivant. Hein, ce n'est pas simplement un microcircuit électronique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Je reprends la diatomée que j'ai montrée tout à l'heure, où on a zoomé sur les pores. Et si vous regardez la distribution des pores, vous voyez qu'ils ne sont pas répartis de façon aléatoire. Ce n'est pas comme dans une éponge. Ils sont répartis de façon parfaitement régulière. Parfaitement régulière, en l'occurrence, vous voyez que c'est un système hexagonal avec un paramètre de masse, il y a la distance entre 2 trous, et de 0,6 microns. 0,6 microns, c'est en gros la longueur d'onde de la lumière visible. La lumière visible, c'est 0,4 à 0,8. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez une distribution régulière de trous dans du verre, avec un paramètre de maille qui est le même que la lumière du visible. Ben, je pense que vous savez que quand on a un cristal, c'est-à-dire des atomes distribués de façon régulière, on peut avoir des phénomènes de diffraction, c'est la loi de Bragg, hein, c'est-à-dire que la lumière, les rayons X en l'occurrence, ne se propagent pas n'importe comment dans la matière, il y a de la diffraction. C'est la méthode classique pour déterminer la structure d'un cristal. Bien là, ça ne va pas être les rayons X, ça va être la lumière visible, et donc il va y avoir de la diffraction de la lumière visible, et c'est cela qu'on appelle un cristal photonique. Alors, cristal photonique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière va se propager dans ce matériau, je dirais, comme des électrons dans un semi-conducteur. C'est ce qu'on va appeler de la photonique, par analogie avec l'électronique. Alors, il faut bien dire qu'en physique, c'est quelque chose qui est maintenant très à la mode, c'est ce qu'on appelle les métamatériaux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler,
Et c'est des matériaux, si j'étais un métamatériel, ou matériaux, peu importe, vous éclairez par derrière, vous ne me voyez pas. La lumière passe et vous ne voyez pas. L'objet est invisible, parce qu'il va jouer avec la lumière. Donc ça, on a découvert ça il y a 10-20 ans en physique. Les diatomées, il y a 200 millions d'années. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que vous avez des phénomènes d'iridescence que vous connaissez bien, les ailes des papillons. Ce bleu acier des ailes de papillon, c'est dû justement à une structure particulière, qui est la structure suivante. Vous voyez, c'est des petites écailles, et si vous regardez les écailles, il y a des creux, etc. Il y a là encore une distribution régulière de trous, de puits, de choses comme ça. Et ça donne l'iridescence des papillons. C'est pareil, alors c'était l'image d'avant pour les nacres, mais les nacres, c'est des couches de carbonate de calcium, séparées par des couches de protéines. L'épaisseur, c'est 0,1 micron. Là encore, c'est du même domaine que la lumière visible, et ça donne les nacres, l'effet nacré. Et vous avez sur les opales, c'est pareil, mais sinon que les opales, ce sont des petites billes dont le diamètre, là encore, est de l'ordre de grandeur de la lumière. Ça donne cette iridescence. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez les diatomées, vous voyez qu'elles sont iridescentes de la même façon que les opales, et souvent on a appelé les diatomées des opales des mers. Bon, c'est joli, ça peut faire plaisir à votre petit ami si vous lui faites un cadeau, mais pour la diatomée en question, ça n'a pas grand intérêt d'être iridescente. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la chose suivante. C'est que si vous prenez ces frustules, ce morceau de silice de la diatomée, et vous faites passer la lumière, vous voyez que la lumière est focalisée. C'est-à-dire que la porosité, l'aspect cristal photonique a pour effet de focaliser la lumière. Pas n'importe laquelle. De focaliser la lumière du visible, qui va être focalisée sur les chloroplastes, c'est-à-dire les cellules, l'endroit où se fait la photosynthèse. Et par contre, tout ce qui est UV et qui pourrait détruire la cellule est réfléchi. Donc vous voyez que la diatomée a fabriqué ces trous de façon astucieuse, c'est pas simplement pour laisser passer des nutriments, des choses comme ça, mais pour jouer avec la lumière de façon à optimiser le phénomène de photosynthèse. C'est remarquable. Il faut bien penser qu'une diatomée, il n'y a pas de bras, pas de jambes, pas de cerveau. Juste une cellule. Bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces diatomées, c'est des choses qu'on peut cultiver assez facilement. Ça se divise rapidement, donc on peut faire des cultures, on a de grandes quantités assez rapidement, et par aquaculture, suffit, bon, c'est quelque chose qui est assez simple. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plus de 100 000 espèces différentes de diatomées existantes, chacune a une morphologie, une forme particulière, donc si vous en prenez une, vous pouvez faire la culture, la fabriquer, une autre, faire la culture, et avoir d'autres formes, d'autres morphologies, d'autres propriétés. Donc vous voyez que par culture, on va pouvoir obtenir des systèmes parfaitement contrôlés. Alors pas simplement ça, parce que si on fait la culture de diatomée, on obtient de la silice, qui va avoir des propriétés optiques par exemple. On va avoir de la silice. Mais ce que l'on peut s'amuser à faire, c'est dans le milieu de culture, c'est d'introduire des nutriments étrangers, des éléments étrangers, et par exemple, pas simplement du silicium, mais aussi du germanium. Donc la diatomée va digérer le germanium et vous allez retrouver des atomes de germanium dans la coque de silice. Conséquence, la coque de silice va avoir des propriétés optiques liées à la présence de germanium, en particulier de la photo ou de l'électroluminescence, c'est-à-dire l'aptitude à émettre de la lumière sous un champ électrique ou quelque chose comme ça. Avec d'autres éléments, vous allez avoir d'autres couleurs et vous pouvez faire les 3 couleurs du système RGB classique des écrans de télévision, des choses comme ça. Donc vous pouvez imaginer de faire de la visualisation. Une autre application récente qui a été développée, c'est dans le domaine des cellules photovoltaïques du solaire. Alors, une cellule photovoltaïque, en général, c'est une jonction NP de semi-conducteurs et donc deux cristaux de silicium. On irradie et à l'interface, il va se faire ce qu'on appelle une paire électron-trou qu'on va faire circuler. Donc ça, c'est l'électronique solid state, avec des cristaux. On peut développer des systèmes analogues, ça a été fait par Michael Grätzel à Lausanne, en Suisse. C'est un système où la lumière se transforme en électrons, non pas à la jonction d'un semi-conducteur, mais avec un couple iode-iodure.
Donc c'est une molécule qui va transmettre, et ensuite l'électron va être transmis à l'électrode qui est en oxyde de titane. Donc ça, c'est quelque chose que l'on connaît bien, qui a été développé il y a une vingtaine d'années. L'idée là, c'est d'utiliser les frustules de diatomée, de les nourrir en silice, donc ça va vous faire la coste de silice, et puis à la fin de l'opération, on va mettre du titane. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous allez avoir une mince couche d'oxyde de titane à la surface d'un système qui est extrêmement poreux. Donc vous allez avoir une interface extrêmement importante entre le colorant et l'électrode, et vous arrivez de cette façon-là à avoir des cellules photovoltaïques dont le rendement est 3 fois celui d'une cellule normale. Donc vous voyez qu'on peut imaginer d'utiliser les diatomées, de les faire travailler pour fabriquer des choses qui peuvent nous intéresser. On peut aussi faire de la chimie, je suis quand même chimiste, donc transformer la silice en question en un autre matériau par différentes opérations, je ne vais pas développer ici. Une manip qui est pas assez jolie, c'est celle-là. Vous avez ici, vous voyez, un récipient un peu bizarre en V, enfin peu importe. Ici, c'est les frustules de diatomée qui sont dans silice. Ça, c'est du magnésium. Vous chauffez le magnésium, il va se vaporiser, et la vapeur de magnésium va réduire la silice et oxyder l'oxyde de magnésium, le magnésium en oxyde de magnésium. Et donc, vous allez avoir ça, c'est en silice, ça, c'est en oxyde de magnésium, et vous avez rigoureusement la même morphologie. Vous voyez que les trous ont été numérotés, et donc vous pouvez faire de l'oxyde de magnésium, d'oxyde de titane, un autre matériau ayant d'autres propriétés, mais en gardant la morphologie. Je soulignais au début que c'était très important, la morphologie. Et on peut même aller un peu plus loin, ce qui a été publié dans Nature il y a quelques années. Si vous allez plus loin, c'est-à-dire que ça vous donne de l'oxyde de magnésium et du silicium. L'oxyde de magnésium, vous allez le dissoudre dans l'acide chlorhydrique, et il vous reste quelque chose qui est en silicium. C'est-à-dire que vous avez ici un matériau qui est du silicium, donc de l'électronique, avec la porosité, donc la photonique. C'est-à-dire que vous avez en un seul matériau électronique et photonique. Vous pouvez jouer avec les électrons, les photons, il n'y a pas pour le moment d'application, mais on peut imaginer quand même qu'il y a des choses intéressantes à faire là derrière. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec les diatomées. Le deuxième aspect que je voudrais développer, c'est à l'école des diatomées, ce que j'ai appelé la chimie douce, c'est-à-dire comment font-elles pour fabriquer cette affaire-là, le verre de cette façon-là. Je représente ici des verres romains qui ont été faits normalement par soufflage à haute température, et ici des diatomées, donc des carcasses de silice qui sont en verre. Donc les verres romains, vous le savez, c'est fait par fusion du sable, on chauffe au-dessus de 1000 degrés, ça fait une pâte de verre, on la met en forme. Dans le cas des diatomées, c'est fait dans l'eau à 20 degrés. Comment font-elles Comment font-elles Simplement, elles font de la chimie. La chimie, c'est la source de vie. Elles font de la chimie, c'est-à-dire que vous savez que 90% de l'écorce terrestre, ce sont des silicates, de la silice. Quand il pleut, je crois que ça arrive de temps en temps ici, quand il pleut, une partie du sol se dissout, très peu, quelques milligrammes par litre, et puis ça part sous forme de moléculaire, c'est ce qu'on appelle l'acide silicique. C'est cette molécule, vous avez le silicium avec 4 groupements OH, ça c'est soluble dans l'eau, et ça part dans l'eau, dans l'océan, dans les lacs, dans les rivières. Bien, ce que vont faire les diatomées, c'est simplement une réaction chimique qu'on appelle une condensation. Vous prenez 2 molécules comme ceci, vous voyez que vous éliminez entre les 2 OH, vous fabriquez une molécule d'eau, vous enlevez, et vous avez un pont oxygène entre les deux. Et vous avez 2 molécules isolées, maintenant ça fait un dimère. C'est de la polymérisation, donc c'est une chimie extrêmement simple. C'est celle-là que vont utiliser les diatomées. Alors comment font-elles? Eh bien, elles prennent l'acide silicique qui est dans l'océan, il va traverser traverser la membrane, va être stocké dans des vésicules, et puis à un moment donné, au moment de la division cellulaire, eh bien la réaction va être faite et vous allez fabriquer la frustule de silice. Alors donc vous voyez, une diatomée, c'est quelque chose qui ressemble un peu à une boîte de camembert. Quand je suis dans les labos, je dis une boîte de pétri, mais en Normandie, je pense qu'on peut dire une boîte de camembert. Une boîte de camembert avec un couvercle et un fond. Simplement, au moment de la division, ça va s'ouvrir. Chacune va partir avec la moitié de la boîte et fabriquer l'autre moitié. Elle va fabriquer l'autre moitié, mais évidemment aussi vite que possible, parce qu'il faut éviter les prédateurs, etc. Et en gros, ça peut mettre 1 à 2 heures. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais lorsqu'on fait du verre, entre le moment où on met le sable dans le four,
qu'on le chauffe à 1500 degrés, et le moment où on sort ce qu'on appelle la paraison, le verre, la pâte de verre, c'est 12 à 24 heures. Au-dessus de 1000 degrés. 1 à 2 heures à 20 degrés. Vous voyez quand même l'intérêt de la manip, hein, que les diatomées sont loin d'être idiotes. Alors c'est en fait une réaction chimique qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle les jardins chimiques. Ça aussi c'est joli. C'est quand on prend une solution de silicate de sodium, on met des cristaux dedans et on voit pousser ce qu'on appelle des jardins chimiques. C'est un peu la même chimie que celle des diatomées. Alors cette chimie, c'est quoi? C'est simplement de la polymérisation minérale, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un matériau minéral, un verre, une céramique, dans des matériaux durs, haute température, exactement de la même façon qu'un organicien va fabriquer un polymère, de la matière plastique, à partir de monomères. Donc on part d'un monomère, une molécule, c'est l'acide silicique, on les accroche, ça va faire des oligomères, des dimères, trimères, etc. Et à la fin, ça va finir par faire un réseau solide. Alors, si on fait cela, ça c'est l'aspect chimique, bien vous partez de molécules en solution, c'est une solution, vous aboutissez à un solide, et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle des colloïdes qui forment des solutions colloïdales, des sols ou des gels. D'où le nom du procédé qui s'appelle sol-gel. Juste ici, c'est un produit commercial, hein, des gels de silice colloïdal, c'est un additif alimentaire, donc c'est vendu en pharmacie. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de fabriquer du verre. Ça va nous permettre de fabriquer du verre. La première manip a été décrite par Ebelman en 1845, au mois d'août très exactement. Il n'y avait pas encore les congés payés, hein. C'est pour ça qu'il avait fait ça au mois d'août. Et puis c'est tombé dans l'oubli. C'est tombé dans l'oubli jusqu'aux années 1939 où un verrier allemand, Schott, Glaswerke, a utilisé ce procédé-là, il l'a breveté pour fabriquer des revêtements sur les vitrages. 1939, ce n'est pas la meilleure année pour développer un procédé industriel, bien évidemment. Donc il a fallu entendre une vingtaine d'années pour qu'il y ait une réelle commercialisation industrielle de ce procédé-là. Et curieusement, les universitaires, les scientifiques s'y intéressaient pas du tout. Le premier congrès scientifique international, c'est 1981, pratiquement 30 à 40 ans plus tard. Donc c'est vraiment un domaine scientifique où c'est l'industrie qui a démarré et les universitaires sont arrivés bien après. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt d'un procédé comme celui-ci, d'un nouveau procédé. Bon, un premier intérêt évident, c'est ce que j'ai appelé de la chimie douce, gain d'énergie, on travaille à température ambiante dans l'eau, au lieu de travailler à 1000 degrés dans un four. Donc là, il y a un gain d'énergie absolument évident. Deuxième intérêt, qui est plus subtil, c'est de la chimie. C'est de la chimie, alors j'ai simplement expliqué ce que je veux faire. Ça, c'est la muraille de Chine. La muraille de Chine, ça a une forme de serpent. Et ça a une forme de serpent, mais c'est fabriqué avec des briques ou des pierres qui sont des parallépipèdes. Et selon la façon dont vous assemblez ces pierres, vous allez avoir une morphologie, une forme complètement différente. Bien là, c'est pareil. Ce ne sont pas des pierres, ce sont des molécules. Mais la façon d'assembler les molécules, on va la contrôler et on va pouvoir faire des matériaux sur mesure. Donc ça, c'est extrêmement important. Je ne vais pas le développer, mais enfin, vous devinez que ça peut être quand même extrêmement important. La raison pour laquelle les industriels ont développé ce procédé-là, c'est essentiellement celle-là. Quand on veut mettre en forme un matériau dur comme du verre, de la céramique, de la pierre, eh bien, il faut qu'il soit à un moment donné, que ce soit pâteux, que ça puisse se mettre en forme. Alors, quand c'est des céramiques, de l'argile, on prend l'argile, on met de l'eau, on fait une pâte, et c'est toute la poterie que vous connaissez. On met en forme, on chauffe, etc. Quand c'est du verre, on fond le sable, on a ce qu'on appelle la fusion pâteuse, et cette pâte, on la met en forme. Donc à chaque fois, c'est quand même des températures qui sont au moins égales à 1000 degrés. 1000 degrés, c'est ce qu'on a appelé les arts du feu. Eh bien, l'intérêt, c'est que comme on va passer par des étapes qui sont des sols ou des gels, un gel, c'est comme de la confiture, comme de la gélatine. C'est-à-dire quelque chose qui est malléable, qui est pâteux, qui peut se mettre en forme. Eh bien, on va pouvoir faire des opérations de mise en forme, qu'on appelle l'élaboration d'un matériau, qui sont tout à fait originales. Alors, par exemple, pour donner juste quelques exemples sans développer, on peut faire des petites billes. C'est des produits commerciaux, ça, les petites billes. Ces petites billes qui font quelques dizaines de nanomètres de diamètre, vous les déposez sur une paroi céramique, eh bien, ça va faire des trous. Les pores ont à peu près comme dimension le tiers de la dimension de la bille. Donc c'est tout petit.
Si vous mettez ça à l'intérieur d'un tube, vous faites entrer ici, vous allez dans n'importe quelle main, vous aspirez l'eau et vous la soufflez ensuite de façon qu'elle passe à travers les trous. Bien, tout ce qui est plus gros que, disons, 5 nanomètres ne va pas passer. C'est-à-dire que les bactéries ne vont pas passer, les virus ne vont pas passer. Donc vous pouvez boire l'eau. Les nitrates vont passer, les produits chimiques, mais pas les produits biologiques. Donc vous pouvez, si vous êtes en expédition en Amazon ou je ne sais pas où, simplement tirer l'eau comme ça, la filtrer, et elle va être biologiquement pure. Vous pouvez, c'est pâteux, vous pouvez faire de l'extrusion et tirer des fibres. Très facile. Vous tirez des fibres, et par exemple, ça, ce sont des fibres de silice. La fusion de la silice, ça doit être 1750 degrés. Ça peut être de l'alumine aussi. La fusion d'alumine, je crois que c'est dans les 2700, quelque chose comme ça. Mais on peut faire ces fibres-là en les chauffant simplement à quelques petites centaines de degrés. Et ces fibres-là sont utilisées pour faire les tuiles de la navette Columbia. Les tuiles réfractaires des navettes, pour éviter les chocs thermiques quand elles reviennent dans l'atmosphère, c'est fabriqué avec des fibres d'alumine silice qui sont élaborées de cette façon-là. Et puis, et ça sert l'application la plus importante, quand vous passez par des étapes qui sont plus ou moins liquides, plus ou moins fluides, ça va se manipuler comme une peinture. C'est-à-dire que vous allez pouvoir très facilement déposer une couche de verre ou de céramique, d'un oxyde, disons, sur un panneau de verre. Et c'était ça, l'intérêt pour l'application industrielle. Donc vous pouvez, par exemple, vous connaissez les vitrages des grands bâtiments, il faut qu'ils soient anti-réfléchissants, enfin qu'ils aient un certain nombre de propriétés. Eh bien, on peut mettre des dépôts comme ceci à la surface du vitrage. Pareil pour le pare-brise de l'automobile, pareil pour les panneaux solaires. On met ici un revêtement anti-réfléchissant, c'est-à-dire que la lumière du soleil qui arrive, au lieu d'être réfléchie, elle traverse. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'applications là qui sont de réelles applications industrielles. Alors ça peut être déposé comme tous les procédés, comme de la peinture, par pulvérisation, par spin coating, si vous déposez une goutte, vous faites tourner le truc et ça s'aplatit. Par ce qu'on appelle le deep coating, trempage en français, c'est-à-dire vous prenez le panneau de verre, 4 mètres sur 3, vous le plongez et puis vous le retirez. Donc vous voyez, il y a des procédés simples. Pour faire des revêtements par les autres méthodes, de pulvérisation cathodique, dépôt en phase vapeur, etc., c'est des techniques beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus compliquées. En plus, comme il ne faut pas chauffer, ou très peu, eh bien on peut faire ce dépôt sur n'importe quoi, sur des métaux, sur des polymères, sur du silicium, sur même des textiles, et donc conférer à ces matériaux des propriétés. Donc vous voyez, ça peut être utilisé sur tout un tas de types de matériaux. Ça, c'est juste un tableau qui vous donne quelques-unes des applications qui existent actuellement avec ce genre de matériaux. Bon, elles sont trop nombreuses pour que j'en fasse le détail ici, c'est pas intéressant. Alors, un deuxième avantage, le premier, c'était la mise en forme, l'élaboration. Le deuxième, c'est celui qui est ici. C'est qu'on va pouvoir faire des choses qui n'existaient pas du tout auparavant, ce qu'on appelle des matériaux hybrides. Alors pourquoi hybride? Parce que vous êtes en train de faire de la chimie minérale, du verre, de la silice. Mais vous la fabriquez dans des conditions analogues à celles dans lesquelles mes collègues organiciens travaillent. C'est-à-dire, je suis à température ambiante, pas très haut. Je travaille avec des molécules, des précurseurs moléculaires, l'acide silicique ou d'autres molécules, je ne vais pas développer. Je le fais dans des solvants, c'est de l'eau, mais ça peut être aussi de l'alcool ou un autre solvant, du benzène et des choses comme ça. Donc ça veut dire que chimistes, minéralistes et organiciens vont travailler la main dans les mêmes conditions. Ça veut dire que vous pouvez en même temps faire de l'organique et du minéral et aboutir à un matériau qu'on appelle un hybride, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'organique et du minéral, mais qui peut aller si je prends de 0% d'organique, c'est-à-dire de la silice pure, fragile, cassante, à 0% de silice et 100% d'organique, du plexiglas. Et vous avez toute la gamme possible. Donc on a là à notre disposition toute une gamme de matériaux complètement nouveaux que l'on va pouvoir utiliser. Alors, juste quelques applications. Une des applications les plus développées, c'est ce qu'on appelle l'optique sol-gel, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'intérieur d'une matrice qui est du verre, on va mettre un colorant organique. Alors le colorant organique va être protégé,
et donc ne va pas être dégradé. C'est souvent l'inconvénient des colorants organiques, c'est qu'ils sont dégradés par les UV, etc. Donc là, ils vont être protégés de la corrosion des UV, etc., etc. Et vous voyez qu'on obtient des choses qui sont très jolies. Alors, ce sont des composites, il y a de l'organique et du minéral, mais à l'échelle moléculaire, qu'on pourrait appeler des nanocomposites. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diffusion de la lumière, ça veut dire que c'est transparent, ce qui est évidemment extrêmement important pour l'optique. C'est transparent, et le colorant organique qui est là va avoir des propriétés de luminescence, pouvoir faire de l'effet laser, du photochromisme, etc., etc. Vous avez ici un exemple, c'est des bouteilles qui ont été fabriquées par des collègues japonais, donc des bouteilles qui sont colorées. L'intérêt, là, c'est simplement le suivant. Quand vous prenez des bouteilles de vin ou des choses comme ça qui sont vertes ou brunes, ça veut dire qu'on a mis dedans un colorant qui est en général du fer, du manganèse, un minéral. Quand vous voulez recycler le verre, je crois que 75% du verre industriel est du verre recyclé actuellement, eh bien, s'il y a le colorant minéral, il va rester. Et donc, vous ne pouvez pas faire de verre blanc avec un verre coloré. Ici, le colorant est organique. Donc, quand vous allez réchauffer le verre à 1000 degrés, le colorant organique va disparaître, va être brûlé, et vous pouvez faire du verre blanc avec du verre coloré. Donc, ça pourrait être intéressant pour ce genre d'application. Une application développée par un collègue israélien, c'est pour la protection contre les rayons solaires, contre les UV. En général, on se met de la crème. On se met de la crème dans laquelle, en général, il y a des molécules organiques qui vont absorber les UV. Mais les UV vont dégrader les molécules organiques et donner des radicaux libres qui ne sont pas bons pour la peau. Donc, il ne faut pas en mettre trop. Et ce qu'il a fait, c'est simplement de mettre ces molécules organiques, ces produits organiques, à l'intérieur de petites capsules de verre qui sont faites dans ces conditions-là, c'est-à-dire à température ambiante, donc compatibles avec l'organique. Et à ce moment-là, l'organique dégradé ne va pas pénétrer dans la peau. Et donc ça, c'est maintenant un produit industriel qui est développé par Merck, par exemple, aux États-Unis, en particulier donc pour faire des crèmes solaires, ou bien des crèmes contre, je ne sais plus, là, les adolescents, là, quand ils ont les... Voilà. Donc voilà une application possible. Autre type d'application, au lieu de prendre de l'acide silicique, qui a un silicium avec 4OH, je fais un petit peu de chimie et là j'ai un groupement organique. Si je fais un revêtement sur des lentilles polymères plastiques, c'est l'organique qui va venir se coller sur le polymère et la silice à l'extérieur. Vous faites un revêtement anti-abrasion. Donc mes lunettes ici, c'est des lentilles plastiques, mais il y a un revêtement de ce type-là qui est de la silice à l'extérieur et donc je peux frotter, ça ne va pas être rayé. Vous voyez le cas ici, là il n'y a pas de revêtement, là il y a un revêtement. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire que si on le met sur du verre, c'est la partie silice qui va coller au verre et la partie organique qui va être à l'extérieur qui est hydrophobe. Et donc vous voyez par exemple que la pluie ne va pas rester. Donc voilà un pare-brise qui n'est pas hydrophobe, mais un pare-brise qui a été traité, un rétroviseur, pardon, qui a été traité et vous voyez que l'eau ne va pas rester. Donc on peut imaginer tout un tas d'applications. On peut aussi, comme c'est mou, vous le mettez comme de la peinture et vous prenez un tampon et vous imprimez un motif. On imprime un motif, vous voyez par exemple le motif qu'on peut imprimer et on peut imiter une feuille de lotus. Vous connaissez les propriétés de la feuille de lotus, c'est qu'elle est ce qu'on appelle super hydrophile. Vous voyez que les gouttes d'eau ne collent absolument pas sur la feuille, elles glissent. Eh bien, ça va être la même chose avec cette plaque de verre sur laquelle on a mis ce revêtement, à laquelle on a donné une forme. Et il va être super hydrophile, l'eau ne va pas adhérer, elle va glisser. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là? Eh bien, on va faire la chose suivante. On va faire un revêtement qui n'est pas en silice, mais qui est en oxyde de titane, TiO2 au lieu de SiO2. Ce revêtement super hydrophobe, en oxyde de titane, l'oxyde de titane a la propriété, en présence de soleil, d'UV, de brûler tout ce qui est organique. Donc, si vous avez sur votre vitre, si vous avez des gaz d'échappement, des poussières, etc., eh bien, elle va être brûlée et donner une espèce de cendre. Mais la cendre, quand il va pleuvoir, l'eau ne va pas rester, elle va entraîner la cendre avec elle, et donc vous avez ce qu'on appelle des vitrages auto-nettoyants. C'est commercial. Saint-Gobain vend des vitrages auto-nettoyants. Eh bien, vous pouvez les faire par cette méthode-là. Ce
Ce qui veut dire qu'avec ces procédés-là, vous pouvez faire des choses superbes. Je pense au toit du Théâtre national de Pékin, qui est super hydrophobe, donc auto-nettoyant, ou bien vous pouvez faire des choses tout à fait banales, comme les semelles de vos fers à repasser. Là encore, c'est un hybride, ce qui fait que la partie organique, ça fait que c'est lisse, ça glisse bien, et puis l'autre partie, elle protège de la température. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'applications, mais ce n'est pas encore ça que je veux vraiment développer avec vous. Ce que je veux développer avec vous, c'est plus le retour vers la biologie. C'est-à-dire les applications de ce procédé, de ces matériaux, de ce mode d'élaboration dans le domaine des biotechnologies et en particulier pour l'immobilisation des espèces biologiques. Quand vous faites de la lessive bio, enfin toutes ces affaires-là, quand on fait une biotechnologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser un micro-organisme, une enzyme, une protéine, enfin peu importe, pour faire quelque chose, en général, on essaye de l'immobiliser de façon qu'elle ne parte pas avec l'eau du bain, qui pourrait être dangereux, et surtout qu'on puisse la réutiliser. On l'immobilise en la piégeant, par exemple, sur un matériau qui ne va pas être soluble et qui va la conserver, un filet. En général, bien sûr, pour des raisons évidentes, ce matériau, c'est un polymère, synthétique ou naturel, un alginate ou des choses comme ça, pour des raisons de compatibilité évidentes. Mais il pourrait être intéressant de faire ça dans un matériau, dans du verre, parce que le verre, c'est beaucoup plus solide, point de vue dureté, c'est plus résistant chimiquement, etc., etc. Donc ça pourrait être intéressant, mais a priori, bien sûr, le verre tel qu'il est fait actuellement dans l'industrie, ce n'est pas possible. Il faut chauffer à 1000 degrés, on ne peut pas immobiliser des espèces biologiques. Par contre, avec le procédé issu de l'imitation des diatomées, c'est très facile. Vous avez ici des enzymes qui sont en suspension dans un bécher, dans de l'eau, vous allez simplement rajouter le précurseur moléculaire et vous avez le réseau de silice qui se forme autour et l'enzyme va se trouver piégée à l'intérieur du verre. Alors quel est l'avantage de cette affaire-là? C'est que quand ça marche, l'activité de la partie biologique peut être multipliée par un facteur 100, énorme. Alors pourquoi? Premièrement parce que l'enzyme, par exemple, est protégée. Donc s'il y a des agents dégradants à l'extérieur, ils ne vont pas pénétrer. Donc elle est protégée du milieu extérieur, va pouvoir durer plus longtemps. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la clé et de la serrure. Pour qu'une enzyme marche, il faut qu'il y ait une adaptation parfaite au point de vue géométrique entre les espèces qui réagissent. C'est-à-dire que la forme est extrêmement importante, il ne faut pas qu'elle puisse être déformée. Si elle est déformée, l'enzyme est dénaturée et elle ne marche plus. Mais là, elle a été moulée dans un piège, elle ne peut plus bouger. Si elle est moulée avec la bonne forme, c'est gagné. Elle va pouvoir marcher plus longtemps. Et puis surtout, on va pouvoir jouer sur la nature de la matrice qui est autour pour optimiser les conditions. Et là, je voulais juste vous montrer un exemple qui est maintenant un exemple industriel, qui est l'exemple des lipases. Alors les lipases, ce sont des enzymes qui interviennent dans cette réaction-là, c'est-à-dire qu'un ester plus de l'eau donne un acide plus de l'alcool. C'est de la chimie organique, ne me demandez pas, je ne suis pas organicien. Mais c'est une réaction de base de tout un tas de processus industriels, la chimie organique bien évidemment, l'industrie pétrolière, l'agrochimie, voire même les médicaments et tout. Donc c'est une des réactions typiques de tout ce qui est chimie organique. Le problème, dans une affaire comme cela, c'est le suivant. C'est que l'ester, en général, n'est pas soluble dans l'eau, il donne une émulsion. Donc des petites gouttes d'huile. L'acide est soluble dans l'eau. Donc la réaction, il faut bien qu'elle se passe à l'interface entre les deux. Juste là. À gauche, c'est hydrophobe, ça n'aime pas l'eau. À droite, c'est hydrophile, ça aime l'eau. Il faut juste que ce soit là au milieu, ce qui veut dire que l'enzyme ne marche que dans des conditions extrêmement étroites, dans une gamme hydrophile-hydrophobe très étroite. Alors ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. On va la piéger dans de la silice. La silice, c'est hydrophile. Ça ne marche pas, ça ne donne rien. Eh bien, on va simplement remplacer quelques-uns des groupements OH hydrophiles par des groupements R hydrophobes. Et en jouant sur les quantités respectives, on peut justement adapter le caractère hydrophile-hydrophobe à la bonne mesure. Et à ce moment-là, l'activité est multipliée par un facteur de l'ordre de 100 ou quelque chose comme ça. Ça, c'est commercial. C'est commercialisé par Fluca. Vous voyez le catalogue, lipase, immobilisé, sol-gel, etc., etc. Donc c'est déjà un produit industriel.
Alors, un deuxième avantage dans le domaine, je dirais, des biotechnologies. Biotechnologie, c'est par exemple, vous allez faire des biocapteurs, si vous allez par exemple mesurer la quantité de sucre dans votre sang, ou bien de je ne sais pas quoi dans je ne sais pas quoi. Ça veut dire que vous allez avoir d'un côté un système biologique, le sang, d'accord? De l'autre côté, un système de mesure, électronique, optique. Donc d'un côté de la biologie, de l'autre côté de la physique, et à l'interface des deux, ce n'est pas évident. Et l'intérêt de ce procédé-là, c'est que justement, grâce à sa mise en forme, vous pouvez faire facilement des fibres, des films, des choses comme ça, et vous pouvez assez facilement utiliser cela pour l'interface entre la partie biologique qui est à gauche et la partie physique qui est à droite. Alors, j'avais pris l'exemple du dosage du sang, enfin, du sucre dans le sang, donc pour les diabétiques, c'est cette réaction-là qui est catalysée par une enzyme qui s'appelle la glucose oxydase, qui est ici. Donc on peut suivre cette réaction, c'est-à-dire doser la quantité de sucre qui est ici dans l'eau, dans le sang, pardon, de plusieurs façons différentes. La réaction qui est là, par exemple, on peut mesurer la quantité d'oxygène qui va être consommée par la réaction. Plus il y a de sucre, moins il y aura d'oxygène. Et bien on peut faire un dosage électrochimique de l'oxygène avec une électrode. Bien, au bout de l'électrode, on fait un film de silice dans lequel on a piégé l'enzyme. Ça fait l'interface entre la partie biologique, le sang, et la partie physique, l'électrode. On peut aussi, la réaction c'est toujours la même, mais il y a de l'oxygène et c'est un oxydant. Cet oxydant, si on met un colorant organique, eh bien il va être oxydé et on aura une réaction de coloration. Donc le dosage du glucose sera fait par un dosage optique. Eh bien vous pouvez faire cela de façon très astucieuse. Ces méthodes Sol-Gel, vous dites, c'est comme de l'encre. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une imprimante à jet d'encre pour faire des petites taches dans lesquelles il y aura les enzymes. Et les mettre, par exemple, à la surface d'une diode électroluminescente et faire directement des dosages optiques de la quantité de sucre dans votre sang. Vous voyez, ça peut permettre de faire de l'interface entre deux mondes étrangers, la biologie et la physique. Des matériaux vivants. Matériaux vivants, pourquoi? Parce que simplement, si vous regardez une diatomée, c'est une cellule à l'intérieur d'une cage de verre, mais la cellule, elle continue à vivre, à se développer, à se multiplier, etc., à faire de la photosynthèse. Donc la question, c'est est-ce qu'on pourrait peut-être être aussi intelligent qu'une diatomée, et nous aussi, fabriquer des choses comme ça, des matériaux qui sont vivants et qui vont pouvoir nous servir, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de piéger, d'encapsuler, d'immobiliser des organismes vivants à l'intérieur d'une matrice de verre. Alors ça, c'est des exemples de ce qui a été réalisé. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Je vais simplement prendre un ou deux exemples pour un petit peu illustrer ce propos. Alors là encore, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'outils sophistiqués, de chambres à vide, de machins, etc. Ça se fait sur une paillasse dans un labo. Alors vous avez un bécher ici dans lequel vous avez une culture de bactéries, par exemple. Mettons que ce soit des bactéries, eh bien vous allez simplement rajouter le précurseur moléculaire, et ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé tout à l'heure avec l'enzyme. La silice va se croître autour de la bactérie et l'encapsuler. Alors, si on veut que ça marche bien, on a intérêt à mettre un peu de glycérol ou des molécules comme ça qui vont se mettre autour de la bactérie et qui vont la protéger. Si on ne fait pas ça, la durée de vie de la bactérie est relativement faible. Si on regarde sa viabilité, c'est-à-dire si on regarde au bout de 15 jours, 30 jours, au bout d'un mois, si les bactéries sont encore vivantes, pour regarder si elles sont vivantes, on les reprend, on les met dans une boîte de pétri sur du glucose, et puis si elles se multiplient, c'est qu'elles sont vivantes. Si elles ne se multiplient pas, qu'elles ne font pas de colonies, c'est qu'elles sont mortes. Donc on arrive à suivre la viabilité de la bactérie, et vous voyez que si on met du glycérol, au bout d'un mois, il y a quand même encore 40% des bactéries qui sont viables. C'est pas mal. Si on ne le fait pas, par contre, elles sont stressées par la silice et elles meurent assez vite. Alors, une fois qu'elles sont piégées comme ça, on peut regarder si elles continuent à fonctionner, si elles continuent à avoir leur métabolisme, à vivre. Alors, par exemple, on peut regarder, les bactéries peuvent avoir des propriétés enzymatiques, et on a testé ça sur cette réaction-là qui est très simple, qui donne simplement, c'est l'hydrolyse de ce produit, peu importe les noms, et qui donne quelque chose qui est jaune. Donc c'est facile à voir. Et l'enzyme en question, c'est la bêta-galactosidase, qui est à l'intérieur de la cellule
Et ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, ça continue à marcher. Donc il y a bien une activité enzymatique. La bactérie est vivante et elle continue à exercer ses propriétés enzymatiques. Elle continue aussi à avoir son métabolisme. Si on lui donne du glucose, elle va effectivement le transformer pour former de l'énergie. Et on peut regarder les produits de la transformation, par exemple, par RMN du carbone 13. Donc il y a des moyens de suivre. Ce qui est important, c'est simplement de constater que la bactérie non seulement est vivante, mais elle est capable de travailler, de manger, de produire, etc. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ? C'est intéressant parce que ça veut dire que la cellule, la bactérie ou une autre, que l'on a piégée dans une matrice de verre, donc il va être facile à manipuler, à transporter, à stocker, etc., eh bien, elle va pouvoir continuer à fabriquer, à avoir son métabolisme. Ça va être un véritable réacteur, bioréacteur. Alors, par exemple, si je prends les cas des diatomées, des microalgues, ou de tous les organismes photosynthétiques, c'est-à-dire basés sur cette réaction-là, ça veut dire qu'avec simplement le CO2 de l'atmosphère, l'eau et le soleil, n'en manque pas, eh bien, elles vont pouvoir fabriquer des lipides. Des lipides, ça va permettre de faire des biofuels. Elles vont fabriquer des carbohydrates, donc ça va être la base de tout un tas de la chimie organique. Elles vont fabriquer des protéines qui vont pouvoir servir pour l'alimentation animale, etc. Donc ça veut dire que la possibilité de piéger, d'immobiliser ces organismes, de les conserver vivants dans une matrice solide, va nous permettre de faire de véritables bioréacteurs. Alors par exemple, on peut imaginer qu'avec les microalgues, on va pouvoir fabriquer du biofuel, c'est-à-dire l'équivalent de l'essence, de cette façon-là. C'est des choses qui sont actuellement, il y a des cultures de microalgues, à Alicante par exemple en Espagne, pour fabriquer du biofuel. L'intérêt par rapport au biofuel fait avec des céréales ou des choses comme ça, c'est que ça n'empiète pas sur les terres agricoles. C'est dans l'océan. Donc on peut continuer à faire du blé, du riz, etc. pour nourrir la population. Et en plus, elles ont des rendements qui peuvent être 30 fois supérieurs à ceux des céréales et des choses comme ça. Donc là, il y a vraiment une voie intéressante de réalisation de bioréacteurs pour fabriquer des produits, biofuels, aliments, etc., en utilisant ces organismes vivants et en étant capable de les manipuler, de les conserver, de les transporter, etc. On peut faire aussi ce qu'on appelle des biocapteurs, c'est-à-dire, par exemple, pour la pollution de l'eau. Pour voir si l'eau d'une rivière est polluée, etc., en général, on fait un prélèvement, on va au labo et on regarde. Si vous avez les microalgues, elles vivent dans l'eau. Eh bien, si vous les mettez, par exemple, au bout d'une fibre optique et vous la plongez dans l'eau, vous allez pouvoir faire les mesures in situ. Par exemple, en suivant la fluorescence de la chlorophylle, des choses comme ça. Et donc, s'il y a un pesticide ou n'importe quoi dans l'eau, la microalgue dans l'eau va le voir. Vous n'avez pas besoin de faire un prélèvement et de faire une analyse en labo. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de choses possibles si on utilise des organismes vivants pour faire des bioréacteurs, des biocapteurs ou des choses comme ça. Alors, un exemple. L'exemple, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des miracles avec ces procédés-là. C'est le miracle de l'hostie qui saigne à Bolsena. Vous voyez qu'au moment de l'élévation, si on regardait l'hostie, il y a des petites taches rouges qu'on a pris pour le sang du Christ. C'est quelque chose, un miracle qui a été fait ici, qui est bien connu en Italie. Là, ceci, c'est dû simplement à des bactéries qui s'appellent les Serratia macesses, qui produisent un pigment qui est rouge. Donc, j'ai reproduit le miracle au laboratoire avec une boîte de pétri. Et le rouge, c'est simplement les colonies de bactéries qui ont fabriqué ce pigment. Bon, vous me direz, c'est gentil, ça va me faire avoir des ennuis avec le pape, enfin, c'est pas dramatique. Donc, mais bon, ça n'a peut-être pas grand intérêt, si, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ce pigment rouge, bon, c'est cette molécule, mais peu importe, cette molécule, elle a des propriétés thérapeutiques. C'est une molécule qui est capable de détruire, de susciter l'apoptose, c'est-à-dire la mort des cellules cancéreuses et non pas des cellules saines. Donc ça peut être intéressant de les utiliser comme bioréacteurs pour fabriquer ce médicament, cette drogue. Alors voilà, c'est par exemple ce qu'on a fait. Vous voyez ici, mon bioréacteur au laboratoire, c'est très modeste. Vous avez une solution qui est ici, avec le gel de silice est là. On a mis au-dessus une solution avec du nutriment, on veut que les bactéries travaillent, donc il faut leur fournir de l'azote, du phosphore, du carbone, etc. Donc on met tout ce qu'il faut, et vous voyez qu'au bout d'un certain temps, ça devient rose. Si c'est devenu rose, c'est qu'elles ont fabriqué de la prodigiosine, elles ont fabriqué le pigment. Donc ça marche.
et même si on regarde un petit peu au cours du temps, on voit qu'elles en fabriquent plus si elles sont dans un gel que si elles sont simplement en culture. Alors la raison de cela, c'est vraisemblablement la suivante. Les bactéries sont ici dans la partie gel, sont immobilisées. Et vous voyez bien, c'est elles qui produisent le pigment. Et vous voyez bien que le pigment n'est pas là. Il est dans la solution qui est au-dessus. Parce que le pigment n'est pas soluble dans l'eau. La silice est hydrophile, donc dès qu'elle est produite, la prodigine, elle fait dans la partie organique la solution qui est au-dessus. La bactérie qui vient de fabriquer la prodigine, regarde, elle est partie. Donc, elle en fait plus. Et par conséquent, vous améliorez le rendement du bioréacteur. Non seulement vous faites un bioréacteur, mais vous en améliorez le rendement. Alors il y a aussi un point qui est intéressant avec ce genre d'expérience, c'est que la communication chimique entre les bactéries. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que des bactéries, ça va se multiplier, ça va former des colonies. Mais elles vont se parler entre elles. Elles vont se parler en échangeant des signaux chimiques, des molécules. C'est-à-dire que cette bactérie va fabriquer ces petites molécules bleues, des molécules de signalisation, qui vont aller dans l'autre, et quand elles vont être dans l'autre, elle va modifier son métabolisme, et elle va se comporter différemment. Donc ça veut dire que les bactéries en colonie vont se comporter comme un organisme pluricellulaire. Ces différentes bactéries, a priori indépendantes les unes des autres, vont communiquer entre elles et se comporter comme un seul homme. Alors ça en général, ça se produit au-dessus d'un certain seuil quand elles viennent en contact, sous le nom de quorum sensing. Si c'est trop dilué, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait quand même une certaine population. Alors, ce qui est intéressant avec les procédés que l'on utilise, c'est que les bactéries sont piégées. Elles ne peuvent pas venir en contact. Elles ne peuvent pas se parler. Mais moi, de l'extérieur, je peux leur parler. C'est-à-dire que je connais, parce que les biologistes ont fait les études, quelles sont ces molécules de signalisation et je peux les introduire à volonté. Eh bien, si je fais cela, c'est la manip qui a été faite ici, je mets en plus des molécules de quorum 5-6 de signalisation, ben vous voyez que le rendement du bioréacteur est augmenté. Donc j'arrive à les faire travailler encore plus de l'extérieur en leur parlant. Non seulement ça, mais si je regarde leur viabilité, au bout d'un mois, 100% des bactéries sont encore viables. Donc vous voyez que pour faire des bioréacteurs, il y a là derrière des procédés qui peuvent être extrêmement intéressants. Pas simplement pour faire des bioréacteurs. Bactéries, vous savez bien, ça va vous donner des infections bactériennes. Alors l'infection bactérienne, ça va commencer par une bactérie, 2 bactéries, 3 bactéries. Tant qu'elles sont isolées, qu'elles ne se parlent pas entre elles, il n'y a pas de problème pour vous. Vous avez des bactéries, vous en avez dans les dents, etc., mais vous n'êtes pas malade. Vous ne devenez malade, il y a une infection bactérienne qu'à partir du moment où elles forment des colonies et où elles se parlent, et à ce moment-là, elles réagissent toutes de la même façon, et je dirais l'union fait la force, et c'est à ce moment-là qu'elles deviennent virulentes et que vous êtes malade. Alors qu'est-ce qu'on fait quand vous êtes malade? Eh bien, on vous donne des antibiotiques qui vont tuer les bactéries. Mais vous savez bien que les antibiotiques, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que s'il y en a trop, les bactéries arrivent à se défendre et à éviter. Donc, ce serait intéressant de trouver d'autres moyens de lutter contre l'infection bactérienne que des antibiotiques. Eh bien, en étudiant ces procédés de signalisation dans les matrices Solgel dont je viens de parler, eh bien, on peut essayer de trouver quelles sont les molécules, les agents extérieurs, qui vont empêcher cette communication, ce qu'on appelle le quorum quenching en anglais. À ce moment-là, elles ne peuvent plus communiquer entre elles et elles ne peuvent plus devenir virulentes. Donc, vous voyez que vous pouvez lutter contre l'infection bactérienne sans utiliser des bactéries, sans utiliser des antibiotiques, pardon. Encore un domaine qui est intéressant et qui est en plein développement, c'est celui de la nanomédecine. Alors, nanomédecine, c'est un peu le film d'anticipation que vous avez peut-être vu ici, où on miniaturise les savants et ils vont s'introduire dans l'organisme jusqu'à l'endroit où il y a la tumeur, etc. Donc, c'est un petit peu cela qu'on va essayer de faire. Et on va utiliser pour cela des nanoparticules. Des nanoparticules, et vous savez bien que le grand danger des nanoparticules, c'est qu'elles traversent les membranes, la peau, etc., et que par conséquent, c'est dangereux. Les écolos mettent des panneaux, si vous faites un exposé sur les nanoparticules, ils vous cassent tout, etc. Donc c'est quelque chose qui est effectivement dangereux parce que ça traverse les membranes. Mais on peut se dire, si elles traversent les membranes, on pourrait peut-être les utiliser et leur demander de nous transporter quelque chose à l'intérieur de la cellule. C'est donc d'utiliser ces nanoparticules comme un vecteur
qui va vous permettre de pénétrer à l'intérieur de la cellule et d'y faire quelque chose. Alors c'est ça la nanomédecine. Donc on va fabriquer des nanoparticules, c'est par exemple par pulvérisation, et on va vérifier ces nanoparticules effectivement traversent les membranes cellulaires et on les retrouve effectivement à l'intérieur des cellules. Alors si vous faites cela, c'est-à-dire vous faites des nanoparticules et vous les injectez dans le sang, il y a une défense immunitaire de l'organisme qui va faire qu'elles vont être très vite capturées et transportées dans le foie ou dans les reins. Et donc ça ne va pas servir à grand-chose. Ce que l'on veut, c'est que ces nanoparticules ne soient pas capturées par le foie ou les reins, circulent librement dans l'organisme et surtout qu'elles aillent uniquement là où on veut qu'on les aille, par exemple là où il y a une tumeur cancéreuse. Donc il faut qu'elles soient ce qu'on appelle furtives, qu'elles traversent les membranes et qu'elles soient récupérées uniquement ciblées là où il y a la cellule et qu'ensuite elles pénètrent et qu'elles fassent ce qu'on leur demande de faire. Donc vous voyez qu'il y a des petites manips à faire que je ne vais pas développer. Bon, ça veut dire que cette nanoparticule, il faut lui greffer à la surface des agents de furtivité qui sont ici, en général c'est polyéthylène glycol, des cibles, ça peut être des anticorps ou des molécules variées, et puis à l'intérieur on va mettre quelque chose. Et à ce moment-là, par exemple, elles vont aller spécifiquement là où il y a une tumeur cancéreuse et puis délivrer le médicament à cet endroit-là. Alors, exemple d'application, c'est tout ce qui est l'imagerie médicale. Vous injectez des nanoparticules qui sont luminescentes, qui émettent de la lumière. Eh bien, elles vont par exemple se concentrer ici au niveau de la tumeur, soit peut-être une tumeur de la prostate, je suppose, ou quelque chose comme ça, vu l'endroit, et vous pouvez de l'extérieur capter le rayon lumineux émis par ces particules qui se sont concentrées au niveau de la tumeur, et donc détecter que vous avez à cet endroit-là des tumeurs cancéreuses. Vous pouvez faire ça, je dirais, en dynamique in vivo, c'est-à-dire vous les injectez dans le sang, dans les veines, et puis elles vont se répartir et progressivement se focaliser, ça doit être, je ne sais pas, les poumons ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez suivre ça à l'aide d'une caméra au cours du temps, pendant 1 heure ou 2. Donc vous pouvez faire de l'imagerie médicale. Mais pas simplement de l'imagerie. Vous pouvez aussi, donc supposons, j'ai injecté des particules luminescentes, d'accord ? Elles vont se focaliser là où il y a une tumeur, ici par exemple. Bien, à ce moment-là, je vais irradier. Elles vont faire ce qu'on a appelé tout à l'heure pour les trucs UV, c'est-à-dire qu'elles vont fabriquer des radicaux libres qui vont tuer les cellules qui sont autour, c'est-à-dire les cellules cancéreuses. Donc je vais pouvoir faire aussi de la thérapie, simplement en irradiant avec une lumière, ou bien on peut utiliser des nanoparticules magnétiques, des oxydes de fer. On peut suivre leur cheminement par résonance magnétique, bien évidemment, et on peut faire de la thérapie. Si vous mettez la petite souris là dans un champ magnétique, ça va échauffer les petites particules, et à 40-60 degrés, les cellules cancéreuses vont être tuées. Donc vous pouvez faire aussi de la thérapie. Vous pouvez, ces nanoparticules, mettre dedans un médicament. Alors en l'occurrence, par exemple, la campothécine, c'est cette molécule-là qui est une molécule qui va détruire les cellules cancéreuses. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc si vous les injectez dans la circulation veineuse, elles ne vont pas y circuler. Et deuxièmement, qu'elles sont extrêmement toxiques. C'est les problèmes de la chimiothérapie, c'est-à-dire que vous allez perdre vos cheveux, etc. Donc si vous la mettez dans la nanoparticule peut être dispersable, je ne dis pas soluble, mais dispersable dans l'eau, donc se propager dans l'eau, cibler sur la cellule cancéreuse, pénétrer à l'intérieur, et à l'intérieur, elle va relâcher son médicament pour tuer la tumeur cancéreuse. Donc vous voyez l'intérêt d'une thérapie de ce style-là. Quand on fait de la chimiothérapie classique, on prend le médicament, on l'injecte et il va un peu partout. Il va un peu partout, c'est extrêmement toxique, donc il va détruire toutes les cellules, saines ou pas saines, avec les conséquences que vous connaissez, perte de cheveux, etc. Ici, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que la drogue ne va aller que là où il y a les cellules cancéreuses, pas à côté. C'est ciblé. Donc ça va être beaucoup plus efficace et surtout, ça ne va pas détruire l'extérieur. Donc vous voyez qu'on peut y gagner là de façon très notable. Alors ce n'est pas simplement
ils ont des vues de l'esprit. Ça, c'était un article de l'expansion d'il y a quand même déjà 8 ans, sur des molécules anti-cancer téléguidées. Ben, c'est exactement ce que je viens de raconter. C'est une start-up française qui s'appelle Nanobiotics qui fait cela. Donc des nanoparticules avec à l'intérieur quelque chose qui va donc être ciblé et qui va permettre de détruire des cellules cancéreuses. Alors ça, c'est quand même à l'état d'essai préclinique. Ça se fait actuellement à l'hôpital Gustave Roussy. C'est ce qu'on appelle une nouvelle discipline qui s'appelle la théranostique. C'est un mot un petit peu barbare, mais théranostique, ça veut dire que d'un seul coup, avec une seule particule, on fait à la fois du diagnostic, on peut savoir où sont les tumeurs cancéreuses, et de la thérapie, c'est-à-dire détruire la tumeur cancéreuse. On peut faire les 2 opérations en un seul coup. Et l'un des titres d'un article récent, c'était « One particle, one kill ». Une particule tue une tumeur cancéreuse. Alors, je vous avais dit que c'était en préclinique à Gustave Roussy. Il y a des résultats encore plus intéressants qui ont été faits aux États-Unis il y a 1 an, qui ont commencé il y a 1 an et qui viennent juste d'être publiés, vous voyez, en avril dernier, sur l'humain, là, cette fois-ci, sur des cibles humains. C'est-à-dire, il y avait 17 patients avec des cancers différents et ils ont injecté des particules avec des taxotères. Le taxotère, c'est une drogue bien connue contre le cancer. Et pour le moment, il y a des résultats concluants et il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, je ne sais pas, a priori, je pense que j'arrête ici. Vous voulez que je continue? Ouais. Comme vous voulez. Non. Non, ça va? Bon. Alors, j'ai encore. Je vais aller rapidement. Dernier point que je peux traiter, c'est maintenant ce qu'on va faire, c'est pas simplement imiter la nature. On va demander aux micro-organismes, maintenant vous allez travailler pour nous. Et vous allez travailler pour nous, pas dans le domaine de la biologie, dans le domaine des autres domaines qui nous intéressent, par exemple le domaine de l'énergie. Et c'est l'utilisation de virus pour faire des batteries, par exemple. Alors je vais passer assez vite. Alors le modèle biologique, ce sont les éponges. Vous connaissez tous les éponges qui fabriquent ce qu'on appelle des spicules. Ça, c'est des fibres de silice. Là encore, c'est la beauté de l'image qui compte. C'est des fibres de silice qui leur permettent de s'accrocher dans le fond ou de faire des espèces de filets comme ça pour pêcher des crevettes qui sont tout à fait superbes. Bon, c'est pas sur la beauté des choses que je veux insister, c'est simplement comment sont faites ces fibres de silice. Ben, c'est simplement des fibres de protéines, de peptides, qui s'entourent d'une gaine de silice. D'accord? Eh bien, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose en utilisant par exemple des virus. Un virus, c'est quoi? C'est, par exemple, le virus de la mosaïque du tabac, c'est quelque chose qui est la forme d'un bâtonnet. Ça a des formes géométriques extrêmement précises. D'un bâtonnet, à l'intérieur, il y a le génome, c'est-à-dire de l'ADN, et il y a un manteau de protéines qu'on appelle la capside, de peptides. Eh bien, si vous prenez ce virus-là, vous le mettez en présence d'une solution d'acide silicique. L'acide silicique, c'est des silicates négatifs. Le manteau de protéines, c'est des fonctions amines positives, floc. Eh bien, la silice va croître à la surface et vous faites un tube de verre autour d'un virus. Ça, c'est amusant, sans plus. Mais quand même, quels sont les intérêts? Ben, c'est d'une part que les virus, ça se réplique. Donc, vous pouvez faire de la culture, etc., et en avoir des tonnes. Et deuxièmement, que la nature du manteau de protéines est génétiquement contrôlée. Donc, vous pouvez utiliser tout le génie génétique qu'on connaît pour aller vers le but qui vous intéresse. Alors, le but en question, je voulais juste dire quelques mots, c'est celui de fabriquer des batteries lithium-ion. Les petites batteries que vous connaissez, on utilise un virus qui s'appelle le M13, peu importe le nom. Batterie lithium, c'est les petites piles boutons que vous connaissez, qui sont très courantes. C'est simplement des ions lithium, qui sont ici en rouge, qui vont d'entre deux solides. Ici, par exemple, du graphite, et puis ici, de l'oxyde de cobalt. Et puis les ions vont diffuser de l'un à l'autre. Le problème dans cette affaire-là, c'est qu'évidemment, un ion qui diffuse dans un solide c'est dur, ben, c'est pas très facile. Donc on a intérêt à ce que le solide soit très divisé, tout petit, très pulvérilent. Donc c'est de faire des oxydes de cobalt, qui sont extrêmement pulvérilents, très petits. Ben, pour cela, on utilise un virus bactériophage, ça veut dire qu'il est pathogène pour les bactéries, pas pour l'être humain, qui s'appelle le M13, peu importe. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va génétiquement contrôler la nature du manteau pour qu'il soit capable de fixer de façon spécifique le cobalt. Alors
Alors ça, c'est pas très difficile à faire. On vend des bibliothèques de virus, on les met en présence d'un substrat de cobalt, on récupère que ceux qui s'accrochent au cobalt, on les fait multiplier par des bactéries, et on a de cette façon-là des tonnes, des grammes de virus qui sont capables de reconnaître de façon spécifique le cobalt. On les plonge dans une solution de cobalt, le cobalt va se fixer et va donner un fil d'oxyde de cobalt. Donc c'est à la surface. Le virus peut mourir, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais on peut utiliser ceci pour faire l'électrode, les déposer et effectivement faire une batterie au lithium dans laquelle l'électrode active, l'électrode de cobalt, est moulée sur des virus. Et à cette fois, la capacité est le double de celle d'une batterie qu'on saurait faire nous. Donc c'est juste pour montrer qu'on peut demander aux micro-organismes d'aller plus loin et nous faire des systèmes qui n'ont plus rien de biologique, qui sont par exemple des batteries ou des choses comme ça, ou des cellules solaires. Voilà. Et là, j'arrive à la conclusion où je réponds à mon ami Charles Darwin, pourquoi elles sont si belles. C'est pas que pour le plaisir des yeux, c'est aussi comme source d'inspiration pour la chimie douce et les matériaux. Merci. Eh bien, messieurs, dames, Jacques Livage est à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous essayez de... Je vous en prie. Après vous. Je ne commencerai pas aujourd'hui, j'ai pris cette décision, je suis buté, je la tiendrai, je ne commencerai pas. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, alors, vous nous avez dit, monsieur, d'ailleurs votre exposé est très brillant, je suis très heureux de l'avoir écouté. Vous avez dit donc que les nanoparticules de silice poreuse peuvent être utilisées donc comme vecteurs pour transporter des médicaments et les libérer in situ, notamment dans le corps humain. Alors, est-ce que ça c'est encore du domaine de la recherche ou est-ce que c'est vraiment utilisé pour le traitement du cancer, par exemple, pour essayer d'envoyer dans la tumeur, si vous voulez, une substance qui va tuer les cellules cancéreuses, ou bien, je pense aussi, par exemple, à la libération, par exemple, d'un précurseur de neurotransmetteurs, la dopamine, par exemple, pour le traitement de la maladie de Parkinson, au niveau du cerveau. Non, pour le moment, ce sont encore des manips de labo, hein, c'est clair. Alors, j'ai parlé des nanoparticules de silice, mais ça peut être tout un tas d'autres nanoparticules, hein, c'est pas que silice. Enfin, dans l'ensemble, ça n'est pour le moment pas, mais j'ai cité quand même les essais précliniques à Gustave aussi. Vous savez bien que pour sortir un médicament, il faut, moi je ne sais pas, mais enfin il faut des années et des années, donc on n'a pas encore ce recul. Et quand même les essais sur le vivant, sur les êtres humains, qui sont faits aux États-Unis actuellement à Boston. Donc c'est des essais en grandeur réelle, sur une cohorte qui fait 17 patients en l'occurrence, donc c'est pas énorme, mais avec différents cancers, mais ça n'est pas dans le commerce, ça c'est clair, hein. Pas encore. Mais je crois quand même que c'est extrêmement prometteur, hein. Je crois vraiment. Là, c'est un domaine dans lequel je crois beaucoup. Et il y a énormément de travaux hein, maintenant. Alors, ma question va s'accrocher à votre réponse. Vous êtes satisfait, monsieur? Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Ma question va s'accrocher à votre réponse. Finalement, toute cette recherche dont vous nous avez dit, cette chimie douce, qu'elle était finalement très récente, est-ce qu'elle est en vogue? Et je ne prends pas le terme dans le mauvais sens du terme, hein, c'est-à-dire que vous semblez dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent de près, c'est-à-dire que vraiment ça va se développer. On ne peut pas, en particulier en médecine, donner des dates, hein, c'est toujours malheureusement un peu tard, c'est l'impression qu'on a. Mais là, est-ce que c'est parti, cette recherche sur la chimie douce, et en particulier en Europe, en France, Cocorico, etc. Alors, attendez, il y a deux questions dans la vôtre. Il y a une question sur la médecine, à laquelle je viens en gros de répondre. Oui. Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Il y a beaucoup de choses. Et on en est au préclinique, humain ou souris, des choses comme ça. Hein, donc ça, c'est pas évolué. Mais par contre, la chimie douce, au niveau industriel, ça, je l'avais souligné, c'est développé depuis 1939. C'est l'industrie qui a la première développé. Alors, en particulier, les histoires de revêtement. Et ça, il y a énormément de produits industriels qui sont basés sur cette affaire-là. Là, ça n'est pas des vues de l'esprit, c'est des tonnes. Donc là, c'est déjà un acquis dans le monde industriel. Oui, c'est l'industrie qui a démarré. Nous, on a suivi. Hein. D'accord. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne moi, c'est un contrat avec Kodak qui m'a lancé dans ce champ-là. Avec qui, pardon? Kodak. Ah oui, d'accord.
pour faire les dorsales antistatiques sur les films photographiques. J'allais dire une chose horrible, ça leur a pas réussi, hein, mais enfin. Non, d'autant plus que c'était l'usine de Chalon-sur-Saône qui a fermé. Oui, hélas. Mais c'est parce que la photographie argentique Oui, bien sûr, a bien été sûr, dépassée bien sûr. par autre. C'est ce que j'ai dit au début. C'est l'ère du silicium maintenant. Hein. C'était mon mauvais esprit, Donc c'est c'est tout. la photo électronique maintenant. D'autres questions? Allons-y, s'il vous plaît. Oui, madame? Non, ah non? Non, c'est comme, vous savez, c'est un peu comme à la salle des ventes quand on voit un. Ah non, madame, non. Bon. Oui, monsieur, bonsoir. Voilà, très bien. Appuyez sur le bouton. Voilà, on vous tend un micro. Merci. Oui, quel parallèle pourriez-vous faire entre diatomées et les éolites? Quel parallèle? Parallèle ou comparaison entre les éolites? D'une part, les diatomées, ce sont des organismes vivants. Les éolites, c'est un minéral. Oui, mais c'est pas vivant. Au niveau du produit fini. Alors, au niveau du produit fini, la seule propriété des éolites, c'est la porosité, la microporosité. L'aspect porosité de la diatomée, je l'ai souligné, mais ça n'est pas la seule propriété de la diatomée. Et en particulier, il y a l'aspect cristal photonique d'un diatomée que vous n'avez pas dans les éolites. On pourrait peut-être définir les éolites pour. Alors les éolites, ce sont des aluminosilicates, donc chimiquement pas très différents de la silice des diatomées, qui sont des matériaux poreux, c'est-à-dire qu'il y a des canaux et des pores qui permettent aux molécules d'entrer ou de sortir, et l'utilisation essentielle, c'est dans le domaine de la catalyse, par exemple, hein, et sans doute aussi de la filtration. Hein. Et ce sont des roches naturelles. Mais on fait mieux que les éolites maintenant. Je dirais peut-être un peu à l'image des diatomées, on fait ce qu'on appelle les mésoporeux. C'est-à-dire qu'on fabrique la carcasse de silice, d'aluminosilicate, etc., dans une solution, dans une émulsion. D'autres questions? Il y a quand même dans la diatomée, il y a quelque chose qui vit au milieu, qui n'est pas le cas de la... Est-ce que c'est un peu bas? Oui, vous voulez rajouter? Allez-y. Une deuxième question qui est tout à fait différente de celle que j'ai posée. En microélectronique, par exemple, donc peut-on contrôler avec précision l'épaisseur des dépôts des nanoparticules à l'aide de la chimie douce? Car en microélectronique, l'épaisseur des couches minces est primordiale. Quand on fait un composant, par exemple, on doit connaître avec précision l'épaisseur de la couche mince, et est-ce qu'on peut la contrôler par chimie douce, arriver à une épaisseur que l'on souhaite, si vous voulez, pour avoir les bonnes propriétés électriques et les bonnes propriétés physiques? La réponse est plutôt positive. Enfin, contrôler, il y a deux choses. Il y a faire la mesure, ça on sait faire la mesure, par l'hypsométrie ou des choses comme ça, et il y a prévoir exactement l'épaisseur de la couche. Oui, ça c'est... Alors s'il faut mettre au point le processus, l'ennui dans un procédé sol-gel par rapport à ce dépôt en phase vapeur ou des choses comme ça, c'est qu'il faut mettre au point le procédé sur place. Mais à partir de ce moment-là, on peut contrôler. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai encore dit, hein, c'est un produit commercial. Donc ça veut dire qu'on est arrivé commercialement, industriellement, à contrôler l'épaisseur de façon correcte. Hein. Du moins correcte compte tenu de ce qu'on lui demande comme propriété. Un endroit où on développe beaucoup cette affaire, c'est à Bordeaux, le laser mégajoule. C'est le CEA qui fait ça. C'est-à-dire toute l'optique du laser mégajoule. Le laser mégajoule, c'est vous focaliser des faisceaux laser sur des petites billes, sur de l'hydrogène, pour faire de la fusion nucléaire. Hein. Donc de la production par fusion nucléaire. Et c'est en focalisant des faisceaux laser, et c'est fait par les procédés sol-gel. Tout cet instrument d'optique qui nécessite quand même des performances tout à fait particulières. Il faut focaliser ça sur des cibles qui font 1 millimètre. Hein. Donc la réponse est plutôt positive. Oui. D'autres questions concernant ces diatomées? Oui. Oui, à un moment donné, vous avez parlé des réactions de réduction, mais à température. Vous avez introduit, je pense, un oxyde de magnésium à un moment donné. Oui. Est-ce que ces réactions peuvent se faire à température ambiante, en chimie douce, ou pas? Est-ce qu'actuellement, alors dans le cas, qu'est-ce qui manque? Là, l'exemple que j'avais donné, c'était un exemple effectivement en phase vapeur. Hein. C'est de la vapeur de magnésium qui venait réduire la silice. 500 degrés, oui. Oui. Par contre, dans l'autre exemple dernier, où on dépose du cobalt et on fait des oxydes de cobalt CO3 ou 4, il y a des réactions d'oxydoréduction qui sont faites à température douce, oui. Ça dépend de la réaction, bien évidemment. Hein. Et est-ce qu'il est possible, disons, de greffer des hydrogénases, des trucs comme ça? Oui, oui, tout à fait. Et ça se pratique très facilement ou... Oui, enfin oui.
Et si oui, pourquoi ne les fait-on pas de façon aussi courante? Pourquoi? Pourquoi ne les fait-on pas de façon aussi courante? Parce que la science se développe lentement, mais si venez au laboratoire, on en fait. D'accord. Ouais. Écoutez, parce que je ne voyais pas pourquoi ça ne se faisait pas. Parce que, alors il y a quand même un problème dans ce domaine-là pour le développement, c'est que d'un côté vous avez la science des matériaux, qui est une science dure entre guillemets, de l'autre côté de la biologie, voire même des sciences naturelles, parce que la diatomée, etc., la culture diatomée, c'est pas pareil que la biologie moléculaire. Ce sont donc des disciplines très différentes, et c'est pas toujours facile de faire travailler tout ce monde-là ensemble dans un même objectif. Et question subsidiaire, vous êtes présenté comme étant honoraire. Avez-vous encore un laboratoire ou pas? Oui. Je ne suis pas le directeur du laboratoire, hein, mais j'ai toujours mon laboratoire au Collège de France. Donc vous avez les clés du Quai Conti, alors? Oui, tout à fait. D'accord, oui. Ben, merci. Dans la situation de professeur honoraire au Collège de France, c'est très sympathique. Ça évite d'aller aux USA ou en Chine. Voilà. Au Collège de France. Ou bien au Qatar, ou au Dubaï, ou des gens comme ça. D'autres questions? Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Parlez bien fort, de façon... Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai une question au niveau de l'avancée dans le domaine médical. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? À quel état d'avancement on en est au niveau d'une possibilité de rejet du corps humain, d'une insertion d'un corps étranger? À quel point est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce phénomène? Moi, je ne suis pas très compétent là. Hein. C'est-à-dire, la question, c'est quoi? C'est quand on introduit, dans le cas qui m'intéresse, quand j'introduis une nanoparticule, dans quelle mesure elle va être rejetée par l'organisme par rapport à l'insertion d'un corps étranger? Oui. Ça, c'est un des problèmes dont il faut tenir compte quand on étudie ces histoires de nanomédecine. Parce qu'effectivement, on va introduire une nanoparticule. Alors, je vous dis, a priori, elle devrait être récupérée par le foie très rapidement, et puis, cas échéant, détruire le foie. Enfin, là, on peut la rendre furtive et la laisser circuler, mais il faudra bien sûr que, quand elle va détruire la cellule, ensuite, il faudra se poser le problème, que va devenir la nanoparticule? Elle peut être nocive. Hein. Oui. C'est d'ailleurs la grande inquiétude des anti-nanoparticulés. C'est un vrai problème. Donc, il faut voir si elle est biocompatible, si elle est biodégradable, etc. Enfin, c'est un des problèmes qui se posent, que je n'ai pas abordé. En plus, là, je ne suis vraiment pas compétent. Oui, on est dans le domaine médical. Il faudrait demander le spécialiste, là, c'est Patrick Couvreur, à la fac de pharmacie de Châtenay-Malabry. Je note. Patrick Couvreur, oui, excellent dans ce domaine-là. D'autres questions? Donc pour l'instant, si je résume en m'accrochant à cette question-là, c'est prudence quand même. Bien sûr. Enfin, précaution quand même. Bien sûr, oui. Je souligne quand même qu'il n'y a pas que ces nanoparticules-là. Il y a au moins une dizaine d'autres espèces de particules, polymères, biologiques, etc., qui peuvent être utilisées. Hein. J'ai pris que cet exemple-là, mais c'est un domaine beaucoup plus large. Des liposomes, enfin des choses... Alors vous allez peut-être dire, mais ça n'est pas mon domaine de compétence, etc. Mais j'ai une question toute bête. Ces diatomées là, d'où viennent-elles? Est-ce que vous pensez, et alors pardonnez-moi, hein, je pense, vous n'êtes pas exobiologiste ni rien du tout, mais est-ce que vous pensez qu'il est possible de trouver ce type d'algues extrêmement structurées, parce que c'est superbe en plus à regarder, ça a presque de temps en temps l'apparence de fractal, de dessin qui ressemble un peu aussi à des cristaux, à des flocons de neige, à des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'origine? Qu'est-ce que l'on sait de l'origine de ces algues? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on sait de l'origine de la vie? Finalement, pas grand-chose, mais ce que l'on sait, enfin moi je ne sais pas grand-chose parce que ce n'est pas mon domaine. Ce que je sais, c'est qu'elles se sont apparues il y a 200 ou 300 millions d'années, donc après le Cambrien. Hein. Ah oui, d'accord. Oui. Donc on n'est pas aux origines de la vie. Quand même. Oui, c'est relativement tardif. Et puis c'est quand même au moment où les micro-organismes ont commencé à se fabriquer des carapaces. Hein. Alors celles-ci sont en silice. Mais il y a l'équivalent avec du carbonate de calcium, hein, c'est des coccolithes. Des coraux, etc. Oui, non, mais je parle des micro-organismes, les coccolithes aussi, qui sont extrêmement importants, hein, et qui font des formes absolument extraordinaires aussi. Mais cette fois-ci avec des monocristaux. Alors moi, ce qui m'étonne dans cette affaire de diatomées, c'est que j'ai dit qu'il y avait au moins 100 000 espèces différentes de diatomées.
toutes ont une forme particulière. Mhm. Elles ont la même finalité. Moi, ce qui m'étonne, je pensais naïvement, en tant que chimiste, que quand la nature avait trouvé une voie, Ouais. elle s'engouffrait dedans, et puis... Alors que là, il y a 100 000 voies différentes. Hein. Leur 100 000 finalité, rappelez-la, leur finalité. La finalité, c'est de la photosynthèse, Oui. c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une carcasse qui protège, qui soit transparente et poreuse. Ouais. Enfin, c'est pas franchement une finalité, c'est leur condition de survie. C'est la condition de survie, oui, mais enfin, elles sont faites pour ça. Et elles ont quand même 100 000 formes différentes. Ouais. Alors quand c'est des cristaux photoniques, je comprends. Quand ça l'est pas, je sais pas, là, ça me... Et apparemment, d'après ceux qui font de la génétique, il y a plus de différence entre les gènes de 2 diatomées qu'entre les gènes d'un âne et de moi. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Non, j'ai rien. Non, ne lisez pas dans les pensées. Ouais. Qui a des questions encore sur ces étranges algues, ces bestioles vivants? Là, la grande mode, enfin mode, ça va être mal pris, mais enfin c'est la pollution, c'est la fin de la diversité biologique, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que l'on a suffisamment de recul pour voir quels sont les actions, enfin les effets de ces catastrophes que nous vivons sur les populations de diatomées? En d'autres termes, est-ce qu'un jour on va être obligé de les fabriquer, de les conserver, puis de les fabriquer parce qu'il n'y en aura plus à l'état naturel? Le problème de l'acidification des océans joue sûrement un rôle important. Voilà. Pourrait jouer un En rôle tout cas, important sur les coraux, c'est sûr. Ça, sur les coraux, c'est sûr, mais sur les diatomées, c'est très vraisemblable aussi. Oui, d'accord. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ressource, entre guillemets, naturelle de diatomées risque de diminuer? Elle pourrait, oui. Bien sûr. Mais alors, il va falloir faire des banques pour pouvoir les fabriquer si elles sont si pour le utiles. moment, il y en a... Il y en a autant qu'on veut. Autant Oui. qu'on veut. D'accord. Le problème n'est pas là, hein, mais le problème serait plutôt de savoir les utiliser pour D'accord. le moment. Mais c'est sûr que... D'autres questions sur les diatomées ou sur ce que vous voulez en matière de chimie douce? Qui a trouvé ce terme chimie douce? C'est moi. Je l'ai souligné dans un article que j'ai écrit dans Le Monde en 1977. Oui, je l'ai loupé. Donc c'est vous assumez, d'accord? Oui, j'assume. Est-ce que vous l'avez fait exprès d'appeler ça comme ça, vraiment exprès, en sachant que le terme doux, médecine douce, etc. Non, à l'époque, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas encore trop. Il y avait déjà encore des charlatans à l'époque. Hein. Oui, en l'occurrence. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, j'étais journaliste. Oui. Donc je cherchais la formule choc. Oui, d'accord. Mais les journalistes, c'est charlatans. En tant que dans une publication purement scientifique, j'aurais sûrement pas utilisé. Voilà. Maintenant, c'est utilisé en français dans les publications américaines. Médecine douce. Chimie douce. Chimie douce. Oui. Okay. Mais enfin, à l'époque, c'était plutôt journaliste. Parce que bon, aujourd'hui, faudrait revoir des journalistes ou des conseils en communication pour changer le nom, peut-être. Parce que pourquoi? Je sais pas, chimie douce, ça fait un peu. Ah si, ça marche bien. Ça fait un peu tisane. Oui. Bon, pour revenir sur les tisanes de diatomées, vous disiez effectivement qu'il y avait une très grande variété. Oui. Est-ce qu'on connaît actuellement les paramètres qui pilotent la forme? Est-ce qu'on peut, à la limite, en labo, passer d'un disque à une ellipse en jouant sur les paramètres pH ou je ne sais pas trop quoi? Enfin, est-ce que... Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ce que l'on connaît, ce que l'on sait faire maintenant, c'est le processus chimique qui permet de faire la silice dans les conditions où elles le font. Ça, on le connaît, on le maîtrise. Le problème de la morphologie, non. Alors, on peut faire des formes extraordinaires, mais ce sera à chaque fois un hasard. Le faire de façon concertée, voulue, programmée, des formes un peu sophistiquées, hein, non. Des belles formes, vous allez en trouver plein dans les publications scientifiques, où je vous donne une recette, mais ça ne sera pas reproductible. Donc on ne maîtrise pas cette affaire-là. Alors, surtout quand on arrive à des formes aussi complexes que celle-là. Hein. Et alors, est-ce que l'on peut faire un parallèle, alors vraiment très osé, là, très osé, sur l'importance de la topographie ou topologie de la bestiole et ses propriétés? On sait par exemple qu'il y a des protéines, quand elles sont mal pliées, etc., c'est catastrophique. On connaît le problème du prion
qui n'est qu'en fait, je crois, pas trop dire de bêtises, une déformation de la forme normale du prion qui le rend pathogène. Est-ce qu'on peut dire que pour les diatomées, vous disiez tout à l'heure, c'est de fabriquer, etc. C'est ça leur vocation. Mais est-ce qu'on peut penser qu'il y a quand même des différences dans le fonctionnement en fonction justement de leur morphologie? Alors le mécanisme, sincèrement, je ne crois pas qu'on le maîtrise. Par contre, ce qu'on a découvert récemment, ça a dû publier il y a 2 ou 3 ans, c'est les gènes responsables de ces affaires-là. Les gènes qui sont mis en cause dans la fabrication de la frustule et de la morphologie, ça on les a isolés. D'accord. C'est en partie Chris Bowler à l'ENS à Paris. D'accord. Mais bon, c'est pas parce que vous avez le gène que vous avez compris le mécanisme. Hein. Pour le moment, on en est là. Cela dit, on n'a pas toujours non plus bien compris les mécanismes qui commandent la morphologie des êtres humains. Alors, vous allez trouver des travaux qui essayent d'imiter, en travaillant dans des émulsions, en travaillant dans des milieux un peu sophistiqués, etc. Mais c'est pas généralisable. Alors, vous allez une fois faire quelque chose qui ressemble effectivement. Mais alors, c'est valable pour les diatomées, c'est valable dans tous les cas. Hein, je veux dire, c'est général. C'est un vrai problème. Sur la morphologie des matériaux, des nanomatériaux. Combien êtes-vous de spécialistes des diatomées? Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste des diatomées. Il y a un groupe français des diatomistes. Là, dans un an, on organise, avec les biologistes, un congrès international sur les diatomées à Paris, au Collège de France, où il y aura à la fois l'aspect biologique et l'aspect matériaux. Donc, c'est très difficile parce que ce n'est pas pour le moment un public uni. Il y a les biologistes d'un côté, les diatomistes, qui forment une famille, et puis il y a les gens des matériaux, physiciens, chimistes ou gens comme moi, et qui forment une autre famille, et souvent il n'y a pas de communication entre les deux. C'est bête? C'est bête, c'est pas toujours facile, hein, surtout en France. Oui. Ah, encore ce surtout en France. D'autres questions? Je vous en prie, allez-y. Oui? Parlez bien fort dans le micro. Je réfléchissais là, ce qui me paraît bizarre, par exemple, je pense aux nouvelles techniques maintenant en métallurgie pour faire des pièces de dessin très, très difficiles à réaliser. On utilise le fritage. Le fritage, c'est haute température et haute pression. Oui. Alors c'est tout à fait l'opposé, et on arrive à avoir des carapaces qui sont d'une solidité énorme maintenant avec la technique des poudres. Et alors, ça paraît totalement opposé au diatomée. C'est ça qui me préoccupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fritage, c'est un truc classique et vieux. Oui, mais c'est l'opposé de la technique du chimie douce, parce que vous êtes à très haute température et vous êtes à très haute pression. Oui. Qui est le contraire de ce mode de fabrication des diatomées. C'est ça qui me préoccupe. Une différence, c'est que les diatomées, c'est du verre. C'est un matériau amorphe. Le fritage, c'est coller des grains les uns contre les autres. Donc, ce n'est pas exactement la même nature de matériau. Vous ne faites pas de fritage avec le verre. Vous faites de la fusion pâteuse. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais vous pouvez... Bon, le fritage, c'est vous avez un système qui est en poudre. Vous les comprimez, vous les chauffez pour que ça colle. Hein. Vous créez des liaisons entre les grains. Vous pouvez aussi créer des liaisons entre les grains, je dirais, dans des conditions hydrothermales, donc à température de l'ordre de la centaine de degrés dans l'eau, mais cette fois-ci, vous faites des liaisons chimiques. Là, il n'y a pas besoin de chauffage. Donc, je suis plutôt dans ce domaine-là où je fais des liaisons chimiques et non pas des liaisons, je dirais... Électromagnétiques? Non, pas électromagnétiques. Enfin, Oui. Par des liaisons physiques. Vous dites chimiques plutôt que physiques. Oui, de façon pas physique, parce qu'elles finissent par être chimiques, mais à haute température. C'est ce que j'ai mis dans l'un des transparences, c'est quand l'eau remplace le feu. Avez-vous travaillé ou toutes ces études ont-elles eu des rapports à un moment donné avec le travail des vulcanologues, avec les pâtes qu'on trouve Oui, enfin, vulcanologue, pas trop, mais avec les gens des sciences de la Terre, oui. En particulier avec les gens du muséum, ou bien je travaille avec les gens de la physique du globe, chez Allègre, etc. D'accord. Donc, ils vous apportent des éléments, par exemple. Oui, non, comment ça se passe, cette coopération? Alors, ce qu'on avait essayé de regarder, c'était simplement
cette carcasse de silice, on avait fait ça par RMN. Quelles sont les liaisons, quelle est la nature de cette carcasse de silice? Selon que c'est une diatomée fossile, donc morte il y a quelques dizaines de millions d'années, une diatomée vivante. Et on avait comparé ça avec ce qu'on appelle les vers libyens. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des météorites qui donnent des petites billes de verre. Hein. Enfin, bon, on avait comparé un peu la silice libyen, oui, d'accord. Oui, libyen. On trouve dans le désert de Libye. D'accord. Et dans ces vers extraterrestres, enfin, oui, est-ce qu'il y a des caractéristiques très proches du ver terrestre, quoi? Oui, enfin du ver fait par fusion, oui. Hein, oui. Oui. Donc conditions de température, de formation. Oui, c'est fait à haute température. Base de silice aussi. Comme les vers de volcans, c'est fait par haute température. Rien de nouveau nous vient du ciel. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de comparer avec la silice des plantes. Le riz, le bambou, tout ça, c'est des plantes qui sont très riches. Hein. Les prêles sont des plantes très riches en silice. Oui, c'est utilisé pour récurer les casseroles. Les prêles. Ah bon? Oui, donc elles sont très riches en silice, mais la silice n'a pas la structure, la morphologie, la beauté des diatomées. C'est en gros de la silice qui précipite, qui est apportée par la sève et qui précipite. D'accord. D'autres questions? Monsieur, bonsoir. Allez-y. Oui, bonsoir. J'avais une question concernant des applications de l'encapsulage de bactéries pour faire de l'épuration des eaux dans les stations d'épuration. Est-ce que vous avez des exemples? Oui, pas en tête comme ça, mais il y a des publications, enfin il y a des possibilités de faire de l'épuration avec des bactéries ou des microalgues. Et j'ai quelques publications avec des collègues étrangers sur l'utilisation effectivement pour purifier l'eau. Oui, on peut utiliser, en particulier des métaux lourds. Utiliser le métabolisme de ces systèmes encapsulés, pas encapsulés aussi d'ailleurs, mais enfin encapsulés ou pas, de façon à piéger les métaux lourds ou des. Oui. D'autres questions? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de fabrication de biocarburants par bioalgues. Où en est l'état de l'art de l'industrialisation? Alors ça, je ne sais pas trop parce que je ne suis pas spécialiste. Ce que je peux dire, c'est que des biofuels faits par des microalgues, il y a une installation pilote à Alicante en Espagne. Ça, je le sais. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre là, sincèrement, je ne suis pas. Mais assez... sur le plan énergétique, en fait, bon, il y a un avantage considérable, c'est que ce ne sont pas des cultures vivrières qui sont utilisées, ni de la terre cultivable. Mais sur le plan du rendement énergétique, à votre connaissance, d'après ce que j'ai lu récemment, c'est des rendements qui peuvent être 30 fois celui d'une plante normale. Ah, oui. Donc, mais donc là, c'est pas moi, hein, c'est quelque chose que j'ai lu il y a 2 ou 3 jours. D'accord. Enfin, c'est quand même. Et puis c'est des cultures assez faciles à faire. Hein. Oui. Il faut faire l'alternance du jour et de la nuit, hein, bien évidemment. Parce qu'il y a de la photosynthèse, donc il y a une période nocturne, une période diurne. Enfin, mais ça vous voulez me dire, si je comprends bien, vous ne pouvez pas faire une culture comme ça. Il faut mettre dans une pièce qui donc va être les petites bêtes, là, les diatomées, il faut les laisser se reposer quand même. Il faut qu'il y ait une période nocturne et une période de jour. Oui. C'est donc, elles ont donc un cycle. Un cycle. Absolument, hein. Oui. Et il faut le respecter, sinon ça va pas. Si vous voulez faire la culture de diatomée, il faut un interrupteur. Alors je ne sais pas forcément 12 heures et 12 heures, mais ça peut être 4 et 4. Enfin, ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. Pas question de les shooter à la lumière. Non, parce que là, non, il faut qu'elle... D'accord. Oui, pardon? Avec le micro, j'entendrai mieux. Merci. Non, je disais simplement, si vous mettez de la lumière, c'est de l'énergie encore. Enfin, si c'est la lumière du soleil, ça va. D'accord. Bon, enfin, si ce qui est rendu et ça vaut le coup. Non, si c'est la lumière du soleil, c'est bon. Mais si c'est des lampes, effectivement. Donc, une piste, quand même, une piste énergétique intéressante quand même. Mais enfin, les cultures de diatomée, là, pour faire le biofuel, j'ai vu les photos, etc. Bon, c'est des grands tubes qui sont verts. Enfin, et puis les algues sont là. C'est de l'énergie verte, alors ça. Oui. Ouais. D'autres réactions, d'autres questions? Il y en a une là tout en haut. Qu'est-ce qui va devenir? Quand est-ce que vous voyez, comme ça, c'est un truc personnel, je vous demande vraiment un avis, et ne me dites pas je ne suis pas spécialiste, etc. Vous voyez arriver les applications médicales intéressantes, et là c'est le plus difficile sûrement, et vraiment
une application quotidienne de ces effets de surface dont vous nous avez parlé tout à l'heure sur le verre, etc., même si elles sont déjà assez fréquemment utilisées, vous voyez ça arriver dans combien de temps de façon vraiment omniprésent et Mais quotidienne? attends, vous parlez de quel type d'application? Des applications médicales? Entre autres, mais mais médicales, aussi... c'est sûrement les plus longues. Oui, à c'est ce que venir. j'ai dit, c'est plus difficile. Mais les applications industrielles, ça, on peut compter 10, 15 ans, 20 ans? Ça, je ne sais pas ça, dire. c'est pas vous. D'accord. Ça, je ne sais pas et, dire. Et vraiment à grande échelle, les applications industrielles avec des peintures. Mais à grande échelle, ça existe. Oui, d'accord, mais écoutez, d'accord. Non, ça existe. Là, ici, en Normandie, à Rouen, on a 2-3 bâtiments tout en verre, dont on est un fier d'ailleurs, qui sont peut-être traités comme ça. Monsieur n'est pas d'accord, peut-être, je ne sais pas. Non, mais il y a des quand est-ce que vraiment ça va être d'un usage tout à fait courant? Enfin, les histoires de revêtement sur des vitrages, c'est d'usage courant dans beaucoup d'industries verrières. Schott en Allemagne, Pilkington en Angleterre, les Chinois, je ne sais plus le nom de la bouserie, et au Japon. Donc Saint-Gobain, non. Saint-Gobain, c'est pas vraiment lancé là-dedans. Ils sont plutôt une veille active. Et chez les lunetiers, c'est pareil, c'est d'usage courant. Oui, tout à fait. Oui. D'autres questions? Ce qui ne veut pas dire que ce soit le seul des procédés. Hein. Il y a d'autres procédés, mais c'est un des procédés qui est utilisé, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à... vous l'avez raconté tout à l'heure, mais quelle curieuse idée de ce... Est-ce que le côté esthétique de ces bestioles a joué? Parce que je l'ai découvert relativement récemment. Ce qui a joué, c'est deux choses. C'est un contrat industriel qui m'a lancé dans cette voie de la chimie douce, etc. Et pas du tout avec les diatomées, c'était des semi-conducteurs. C'était à l'époque où il y avait la grande époque des semi-conducteurs amorphes, enfin, etc. Donc c'était vraiment de la physique dure. Et pour le procédé industriel, utiliser cette truc de gel était très pratique pour Kodak. Et donc ils ont cherché quelqu'un qui connaisse les semi-conducteurs et qui soit aussi chimiste. Donc c'est vraiment presque entre guillemets un hasard. Enfin, pas. C'est eux qui m'ont. Oui. Je crois qu'il y a une question là-bas. Oui, monsieur, bonsoir. Où êtes-vous? Manifestez-vous? Oui. Je viens de vous... Oui, allez-y. Pour revenir non pas sur les diatomées, mais sur la biominéralisation. Donc, les deux voies actuellement les plus connues, c'est en fait le silice et le calcaire, carbonate. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités et que faut-il faire pour les développer? Non, les deux biomatériaux les plus connus, c'est les carbonates de calcium et c'est les phosphates. La silice est très très minoritaire dans le monde biologique. Ce qui est d'ailleurs curieux parce que l'écorce terrestre c'est 90% de silice et le bio c'est quelques pourcents. Donc j'ai mis l'accent sur les diatomées, mais il y a très peu. Les diatomées, les radiolaires, je vous ai dit quelques plantes, mais enfin c'est un peu... Donc c'est rare dans le domaine du vivant. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Avez-vous un début d'hypothèse? Non, comme ça, non. Non. C'est pas très compliqué, en fait? Non, je ne pense pas que ce soit compliqué. Une des raisons pour lesquelles, par exemple, les coquillages nacre, huîtres, etc., c'est du calcaire, c'est qu'il y a beaucoup de calcium dans l'eau. Il ne faut pas beaucoup de calcium dans la cellule, sinon ça ferait précipiter les composants qu'il y a dans la cellule. Et donc ça sert un petit peu de réservoir extérieur avec le calcium à disposition, mais qui pénètre pas en abondance. Ce qui n'était pas le problème de la silice. La silice dans l'eau la solubilité est très faible. Hein. C'est de l'ordre du microgramme par litre. Donc c'est très très peu. C'est très peu soluble. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la vie a préféré utiliser le CO2 et le carbone, le calcium qui sont plus abondants dans l'eau. D'autres questions au balcon? Non? Beaucoup d'étudiants, Monsieur Leverge, beaucoup d'étudiants dans votre domaine? Oui. C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous appelez beaucoup d'étudiants? Enfin, d'étudiants en thèse? Oui, des personnes qui se branchent sur l'étude des diatomées. Des étudiants en chimie, je ne sais plus trop, parce que comme j'enseigne au Collège de France, c'est plus le même genre d'étudiants. Hein. C'est plutôt des étudiants comme ceux que j'ai en face de moi aujourd'hui. Donc les flux en chimie, je pense, ne sont pas énormes. Hein. Alors les étudiants dans les laboratoires, ça dépend du sujet, mais ça dépend beaucoup du laboratoire. Parce que ce que les jeunes recherchent maintenant, c'est quand même de trouver un boulot. Oui, on essaye de leur faire comprendre qu'il y en a quand même dans le domaine scientifique, des boulots.
voit un laboratoire qui arrive à trouver des emplois, à caser ces jeunes, soit dans la fonction publique, soit dans l'industrie, ils viennent. Alors, comme on a quand même beaucoup de relations industrielles, je vous dis, tout ce que j'ai raconté, c'est quand même des trucs qui passionnent les industriels, c'est important pour eux. C'est presque Donc, dans ce domaine-là, nous, on n'a pas de problème. C'est presque une exception. On est à Paris, au quartier latin. Au Paris, quartier latin, il y a les universités, les grandes écoles d'ingénieurs. On est gâté pour l'environnement. Il n'y a qu'à choisir. Mais je dis une bêtise quand je dis que votre domaine est presque une exception dans le domaine de la science, c'est-à-dire que c'est vraiment les applications qui ont tiré les théoriciens plutôt que l'inverse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est rare. C'est un des rares domaines. Et je dirais même que quand j'ai démarré ça en France, mes pairs scientifiques se disaient gentiment c'est ce qui se fait de plus mauvais en France, ce qui est très encourageant. Et ils disaient typiquement c'est de la recherche industrielle, il n'y a pas de science derrière. C'est venu petit à petit. Et maintenant, ils mangent leur chapeau. Ils ont changé d'idée. Sinon, je ne serais pas à l'académie. Encore des questions? Oui, bonsoir monsieur, allez-y. Oui, quand on pense aux médicaments à libération prolongée, est-ce qu'ils sont produits par des procédés de chimie douce? Alors, je ne pense pas. Vous pensez aux effets retard, aux médicaments? Pensez à l'exemple, par exemple, des anti-inflammatoires qui sont encapsulés dans un sucre, un sucre en C60 en particulier. Non, c'est le même principe, mais ce n'est pas de la chimie douce. Là. Ce que j'ai appelé chimie douce, c'est forcément des minéraux. Donc, ce n'est pas des systèmes biologiques ou polymères, alginates, etc. Hein. Oui, parce que ceux-là sont d'office de la chimie douce, compte tenu des formations. Hein. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire des produits qui sont a priori des systèmes haute température par des voies de chimie douce. Donc, des verres, des céramiques, de la zircone, etc., l'alumine, et donc qui deviennent compatibles avec le vivant. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à là. Votre passion pour le travail à température ambiante doit faire de vous un ardent défenseur de l'éventualité de la fusion froide, non? Non, je dis ça, mais c'est à peine pour me moquer, non? Mais je veux dire, c'est fabuleux quand même d'arriver à reproduire des phénomènes haute température à température ambiante, et pourquoi pas, après tout? Non, je ne pense pas. Enfin, quand je dis que l'eau remplace le feu, c'est que l'eau n'est pas un milieu aléatoire, inerte. L'eau, ce qui est superbe dans l'eau, c'est que c'est à la fois un solvant, ça dissout, mais c'est aussi le réactif. Alors, on parlait de fritage tout à l'heure. L'intérêt quand vous travaillez dans l'eau, c'est qu'à la surface des oxydes, c'est pas oxygène, c'est OH. Et OH, j'ai montré 2 OH, ça fait, vous avez une molécule d'eau et ça fait métal, oxygène, métal, ça fait un pont. Qu'on essaye de faire par fritage à 800, 900, 1000 degrés. Donc là, vous le faites spontanément, chimiquement dans l'eau. Oui. Et si la vie est née dans l'eau, c'est pas le hasard. Oui. Non, c'est un liquide qui est extraordinaire. En est-on sûr, absolument, d'ailleurs? Dans l'eau, je pense. C'est admis, oui. Dans l'eau, je pense. Quelle question encore? Oui. Oui. En quoi ces techniques, pourrait par exemple augmenter la capacité des batteries à lithium, je pense, ou des débouchés futurs pour les voitures électriques? Oui, j'ai montré, ce ne sont pas mes travaux, donc je suis très à l'aise, mais j'ai montré que si on arrivait à faire des électrodes avec des virus, la capacité était quand même doublée par rapport à une électrode normale. Le but là, c'est simplement d'arriver à faire des trucs très nano, très petits, très divisés. Hein. D'accord. Oui. Alors, donc, ayant quand même une géométrie qui soit bien définie. Comment l'électrode donc a une dimension plus faible? Non, parce que vous avez avec les nanoparticules, non? Non. Si vous avez une électrode qui est massive, comme ça, vous faites pénétrer des ions lithium. Oui. Bon, si vous attendez 1 heure, mettons, ils vont pénétrer sur 1 millimètre. Oui. Puis c'est tout. Tout le reste ne sert à rien. Tout le cœur ne sert à rien. Mais si c'est des petits fils d'1 millimètre, tout est utilisé. D'accord. C'est pour ça que la capacité est plus élevée. Parce que toute la matière
est accessible au lithium. Oui, donc c'est ça. Donc on prendrait un grand nombre de fils, c'est ça, qui seraient complètement, en somme, qui seraient capables de réagir électriquement. D'accord. Oui. D'accord. Donc vous utilisez toute la matière. Ce qui augmenterait la capacité de la batterie d'AQ. Pour faire quelque chose de pulvérisant, qu'est-ce qu'on fait normalement? On prend quelque chose et puis on boit. Oui. Enfin, vous n'allez pas très loin. D'accord. Et dans le domaine de l'informatique, on peut imaginer, parce qu'il y a quand même une limite à l'informatique, enfin, dans le domaine de l'informatique, d'après ce que je crois, c'est que plus on va miniaturiser, plus on va le rendre fragile, au rayonnement, à toutes sortes de phénomènes extérieurs. Est-ce que là aussi, dans les ordinateurs, il y aura de plus en plus d'éléments qui passeront par la chimie douce? Pour faire les composants électroniques, je ne pense pas. Non. Non. Je ne pense pas. Pour quelle raison? Parce que les composants électroniques, pour le moment, c'est quand même du silicium, du germanium, des choses comme ça, qui ne sont pas faisables par chimie douce. La chimie dont j'ai parlé, c'est forcément des oxydes, voire des sulfures. Donc, du côté sulfure, peut-être, mais c'est une chimie douce qui est quand même beaucoup plus délicate. D'accord. Alors que l'électronique, c'est du silicium. Donc pas des... Non, je crois beaucoup plus dans ce d'ordinateur domaine-là à l'électronique moléculaire, à l'organique. Ce qu'on appelle les diodes électroluminescentes organiques, toutes ces affaires, beaucoup plus à l'organique qui est aussi de la chimie douce, mais qui est de la chimie organique. Je crois plus à cette affaire-là. D'accord. Okay. Parce que là, c'est des composants à l'échelle moléculaire. Et là, il y a des réalisations, y compris dans les écrans de télévision. Parlez bien fort dans le micro qui est un peu dur d'oreille. Oui, le micro, ça va l'oreille, hein? Oui, c'est bon. Moi aussi, c'est moi qui suis. Oui, c'est le creux de votre oreille qui est trop plat. Ouais. Vous parliez des sulfures. Oui. Donc en fait, il serait possible de faire des sulfures métalliques? Oui. La réponse est positive. Mais c'est pas. Qu'est-ce qui change? C'est le milieu? Si vous voulez faire des sulfures, il ne faut pas travailler dans l'eau, a priori. Oui. Il va falloir travailler dans H2S ou des milieux sulfurés de ce style-là, et c'est plus délicat. Enfin, on maîtrise moins la chimie. Mais je pense qu'on peut faire des sulfures de germanium ou d'autres choses. Et avec des rendements... Là, je ne sais pas, parce que là, le nombre de publications est très faible. Très, très faible. Et j'ai personnellement pas essayé. Mais là, donc, on est donc capable de faire... ou même des nitrures, peut-être dans l'ammoniac liquide. Enfin, ça devient quand même de la chimie... C'est plus très doux, ça. Pas évidente. C'est plus très doux. Oui, enfin parce qu'ammoniac liquide, c'est quand même les conditions... c'est à basse température. Oui, mais c'est très basse température. Si plus c'est basse, plus c'est doux. Non, je ne pense pas. Doux, c'est température ambiante. Ouais. Donc, pour le moment, si vous voulez une chimie quand même qui est faisable, c'est forcément des oxydes que vous obtenez. Vous pouvez plus ou moins réduire après. Oui, la réduction peut se faire de façon douce aussi. C'est toujours pareil, ça dépend des oxydes. Il faut un sacré réducteur pour réduire de la zircone ou des choses comme ça, ou même de la silice. Il faut des bons réducteurs. Il faut des hydrogènes assez costauds. Personne n'a une paillasse là pour que... On pourrait faire des manifs, oui. Mais si vous venez au Collège de France au moment de la fête de la science, les étudiants font des manifs, oui. Avez-vous eu votre réponse, monsieur, ou une réponse qui vous satisfait? C'est un début de réponse. Début de réponse. Mais là, il y a des choses sans doute faisables, mais je connais très peu de publications là-dessus. Oui, alors, vous avez souligné le caractère amorphe du verre. Oui. Et parlé des USA. Est-ce que Ovchinsky est quelqu'un avec qui vous avez travaillé? Qui? Ovchinsky. Non. Ovchinsky, c'est celui des... Stanford. Oui, non. Non. Je ne le connais pas dans ce domaine-là. Ok. Non. Bien. Bon, on va vous laisser tous les deux à discuter. Je plaisante évidemment. Nous nous retrouverons pour celles et ceux qui voudront bien le jeudi 6 septembre et nous parlerons du médicament, vaste sujet, comme disait un personnage célèbre de l'histoire de France. Et je voudrais que nous remercions Jacques Livage. N'oubliez pas notre site scienceaction.so.fr et je vous souhaite un bon mois de juillet et un bon mois d'août
Je ne parle désormais plus de vacances. Merci, bonne journée, bonne soirée.